On se retrouve pour parler du cas Samara. On en avait parlé un petit peu sur la chaîne et j'avais dit que ce serait bien de recevoir un spécialiste. Or, reçoit aujourd'hui un délégué CGT, psychologue, qui a beaucoup travaillé dans le harcèlement scolaire. Et donc, il va nous raconter un peu tout ça, son expérience, et notamment, lui, il a un discours aussi qui est un petit peu plus macro, un discours par rapport aux politiques qui ont été menées et qui, selon lui, serait délétère pour la prise en charge parfois du harcèlement scolaire. Il va nous raconter tout ça. J'en dis pas plus. On reçoit aujourd'hui François. François, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Salut Padu, salut tout le monde. Parfait, Assez, parfait. Donc assez du pressé de coup, commencer, hein. ouais, raconte-nous un petit peu. Déjà, peut-être présente-toi pour qu'on comprenne à la fois d'où tu parles, quelle expérience tu as dans le harcèlement, voilà. Ouais, je vais me présenter. Alors, je vais surtout me présenter parce que j'ai plusieurs activités. Les psychologues sont assez souvent sur des contrats assez courts ou précaires. Bon, après, ça a ses inconvénients, ça a aussi ses avantages pour combiner les activités. Mais donc, je passe sur mes activités qui ne concernent pas le harcèlement scolaire. Euh, Dropshipper. alors, on me demande de faire ma sociologie. On me demande de faire ma sociologie, je la ferai après. Euh, J'ai travaillé, ouais, enfin, je travaille encore dans une association qui s'appelle l'École des parents et des éducateurs d'Île-de-France et qui s'occupe de pas mal de choses. Vous pouvez aller regarder après sur leur site internet, etc. Mais ils s'occupent enfin, en tout cas, moi, je travaille principalement sur un poste qui est un poste de téléphonie sociale. En gros, on a deux lignes. Une ligne qui s'appelle Fil Santé Jeune. C'est une ligne de prévention en santé psychologique et somatique pour les jeunes de 12 à 25 ans. Donc, ils nous appellent et ils tombent soit sur des psychologues comme moi, soit sur des médecins, des éducateurs, etc. C'est gratuit, c'est ouvert tous les jours de 9h à 23h. Et puis, je travaillais sur une ligne qui s'appelait le 30-20, qui était la ligne nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, et qui a fermé au 1er janvier 2024. Et du coup, bon, on reviendra un peu là-dessus, j'expliquerai comment ça s'est fait. Mais donc, j'ai travaillé, ça fait depuis 2018, donc 6 ans que je travaille dans cet asso. Et donc, sur le 30-20, on recevait soit des jeunes, mais en fait surtout des parents qui nous appelaient pour parler des situations de harcèlement. Peut-être je rentrerai un peu dans le détail sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on avait à faire avec eux au téléphone, etc. Ok, ok, ok. Et donc, si j'ai bien compris, c'est 12-25 ans, ça comprend l'école ou pas aussi, l'école primaire ou pas? Alors 12-25, c'est pour la ligne fille santé jeune. Ça, Ah c'est oui, une ligne de d'accord. prévention de santé mentale et santé en général. Mais par contre, pour ce qui est, donc c'était une première ligne et la deuxième, le 30-20, harcèlement scolaire et uniquement harcèlement scolaire. C'est important parce que j'en parlerai après, mais il y avait une distinction avec le cyberharcèlement Oui. et avec le harcèlement après que peuvent vivre aussi les adultes au travail ou même en dehors du travail, je sais pas, dans la vie privée, etc. Mais donc nous, on ne s'occupait que du harcèlement scolaire de l'école maternelle jusqu'au lycée. Ok, ok, ok. Et toi, du coup, je t'ai présenté comme étant délégué syndical CGT. C'est quoi ton activité par rapport à ça? Tu peux nous expliquer un peu? Ouais. Bah, dans cet asso, l'école des parents et des éducateurs, je me suis présenté aux élections du CSE. C'est une entreprise qui a 47 salariés équivalents temps plein. Donc je passe les détails, mais en gros, ça oblige l'employeur à créer un CSE, comité social et économique, dans l'entreprise, avec des élus qui représentent le personnel. Donc moi, je me suis présenté, j'ai été élu comme représentant du personnel pour ce qu'on appelle le collège ouvrier, employé, technicien de maîtrise. Donc tous les emplois en fait qui sont sur des qualifications d'ouvrier, d'employé ou de technicien de maîtrise. Donc ça va jusqu'à bac+3. Et parce que ça, c'est un peu une douille, mais dans l'association où je suis, donc je suis psychologue. Les psychologues, c'est niveau bac+5, mais on est recruté sur des postes de bac+3. Peut-être on en parlera. Donc, je suis élu comme représentant du personnel à cet endroit et je me suis présenté sur une liste CGT. Et donc, ça m'a permis ensuite d'être désigné par l'union locale CGT du coin comme délégué syndical CGT. Et donc, ça veut dire que ça contraint l'employeur à ouvrir tous les ans des négociations où là, comme délégué syndical, bah, je peux revendiquer des augmentations de salaire, demander des changements dans les accords d'entreprise, organiser des mouvements sociaux, organiser des grèves. Je pense qu'on en reparlera aussi puisqu'on en a fait une dans l'assaut. Bref, ce genre de choses. Ok, ok. Est-ce que c'est assez peut-être pour rentrer dans le cas Samara, quel cas qui nous intéresse aujourd'hui? Ou est-ce que tu as d'autres choses à dire Pour moi, on est avant? bon.
Ouais, ok. Et Ouais, je ben vais peut-être. juste dire un mot Ouais, sur la vas-y. sociologie, je sais que ça me fait marrer, mais euh, donc moi je suis un bourgeois, il faut le savoir, c'est important. Mes parents j'ai deux parents médecins, donc comme ça vous donne une ligne. Mais je suis arrivé, je sais pas ça fait combien de temps à peu près, mais on va dire que depuis 2016-17, je me gauchise, et plus le temps passe, plus je me gauchise. Donc voilà, là on arrive dans des sphères très marxisantes depuis quand même plusieurs années maintenant. Ouais, ouais. Toi, t'as suivi la science et le réel. Il y a quelqu'un Exactement. qui demande est-ce que cet assaut c'est géographique ou c'est national? C'est localisé ou C'est national? national. Ok. Donc Ouais, n'importe l'assaut, où en alors fait. nous, nos Hmm. locaux, ouais, les locaux sont localisés à Paris. On travaille pas en télétravail, on se rassemble, ce qui est important, le travail d'équipe, parce que que ce soit pour le harcèlement, c'est des appels qui sont lourds, mais aussi pour Fil Santé Jeunes, la santé psychologique des jeunes, parfois vous avez des situations difficiles, donc c'est cool d'être rassemblé et d'être en équipe. Donc on travaille pas chacun chez soi, on va dans des locaux. Les locaux sont à Paris, mais par contre, la ligne, elle est nationale, donc on peut appeler de France métropolitaine ou même des Outre-mer, voire de l'étranger. Parfois, on a des gens qui nous appellent de l'étranger. Ok, top. Donc, on va passer au cas Samara, parce que le cas Samara, bon, j'imagine que vous en avez entendu parler, de cette jeune fille qui a été harcelée. Alors, on va pouvoir en reparler d'ailleurs, parce que tu as fait la différence entre cyberharcèlement et harcèlement à l'école, et elle, il me semble qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que tu connais mieux l'affaire que moi, mais il me Ouais. semble qu'il y a un petit peu des deux. Et qui s'est retrouvée par se faire frapper par un groupe de 20 personnes. Alors, les 20 l'auraient pas frappée, il y en a peut-être 4 ou 5, mais voilà, elle s'est retrouvée dans le coma. Aujourd'hui, elle est sortie du coma. Ça a fait tout un pataquès. Notamment, il y a eu la question de l'intégrisme religieux musulman qui est rentré en jeu. On a dit qu'en fait, elle se faisait traiter de mécréante, que c'était peut-être parce qu'elle portait pas le voile qu'elle s'était faite frapper. Après coup, on a eu aussi des informations comme quoi le parquet, je crois, ne retenait pas cette qualification religieuse et puis retenait par contre le harcèlement quoi, comme étant Ouais. vraiment la cause. Enfin, pas vraiment le harcèlement, mais je crois qu'il retenait plutôt des rapports interindividuels quoi, directs et des histoires plus d'adolescents. Quoi. Mm. Euh, Bref, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ça pour qu'on sache de quoi on part et pour essayer après d'analyser un petit peu ce cas qui, moi, je trouve très intéressant parce qu'il est complexe. C'est-à-dire qu'à la fois on a de la religion, on a du cyberharcèlement, on a du harcèlement scolaire, on a peut-être en cause aujourd'hui, je sais que la mère veut porter plainte, je sais pas si ça a été fait Ouais. contre le système éducatif, quoi, contre le collège, enfin voilà, il y a tout qui rentre en jeu, c'est un pataquès pas possible, mais du coup on peut en parler, on peut analyser le truc. Quoi. Ouais, ce qui est difficile, c'est de démêler le truc, justement. C'est de voir qu'est-ce qui a vraiment de l'importance et qu'est-ce qui est, disons, signifiant ou pertinent à comprendre pour expliquer le passage à l'acte jusqu'au moment où elle se fait tabasser. Notamment, on y reviendra, je pense, mais sur la question religieuse. Est-ce que vraiment c'est central dans le harcèlement en tant que tel? Est-ce que c'est vraiment du harcèlement d'ailleurs? J'avoue que moi aussi, j'ai lu là des trucs dernièrement. En fait, il semblerait que c'est des réponses interindividuelles. En fait, chacun insultait l'autre via les réseaux sociaux. Bon, j'ai l'impression que c'est pas aussi clair que ça. Ah oui, tu fais la différence entre harcèlement Après, et règlement de compte, c'est ça un peu? bah, en fait, normalement, le harcèlement, c'est une dynamique. Enfin, il faudrait nuancer ce que je veux dire, mais quand même, c'est une dynamique qui généralement est à sens unique. C'est-à-dire, il y a vraiment une personne ou un groupe de personnes qui harcèlent une autre personne avec la volonté de lui nuire ou de l'isoler. Et c'est vraiment quelque chose de répété qui s'inscrit dans le temps. Là, de ce que je comprends, il y avait l'air d'avoir des réponses pas mal du côté Samara aussi. Bon, c'est pas très clair, honnêtement. Pour l'instant, on a peu d'informations, donc c'est difficile de se prononcer. Ouais. Oui, parce Est-ce que qu'en c'était même vraiment temps, dans ce que tu dis, tu vois, genre, bah, dans harcèlement, il y a quand même souvent des réponses aussi de la victime, tu vois. Bah, ça dépend des situations, mais parce qu'il y a des situations dans lesquelles souvent la victime peut être très inhibée par la violence qu'elle subit. Donc dans ce cas-là, elle répond assez peu. Et en effet, il y a d'autres situations beaucoup plus floues où la victime répond, voire il y a des jeux. Alors là, ça concerne pas du tout le cas Samara, mais chez les enfants plus jeunes, je pense à l'école primaire, voire à la maternelle, parce que parfois on pourrait même considérer qu'il y a du harcèlement à la maternelle, même s'il faudrait évacuer la question de l'intentionnalité, parce que à cet âge-là, peut pas y avoir l'intentionnalité de nuire.
Mais par contre, dans ces cas-là plus jeunes, parfois, il y a des dynamiques très ambivalentes de amitié slash harcèlement. En fait, le harcèlement a lieu dans un groupe d'amis et donc la personne qui est victime du harcèlement ne veut pas non plus se séparer de la personne qui la harcèle parce que c'est quand même son amie, donc qui continue à aller la voir alors qu'en même temps elle est victime de la violence. Donc, ça crée vraiment des situations parfois très emmêlées et très difficiles à dénouer pour les personnes qui veulent intervenir. Ok, ok, ok. Et du coup, toi, t'en penses quoi là, à ce niveau-là de l'enquête, du coup? Tu penses qu'on peut pas en dire grand-chose pour l'instant? En tout cas, ce que du coup, en regardant un peu les différentes vidéos et tout ça, il y a l'air d'avoir un truc quand même assez classique, on va dire, des situations de harcèlement. On va partir du principe que ça en est une, même si on n'a pas tous les éléments, etc. On va partir du principe que c'est une situation de harcèlement. Nous, en gros, sur le 30-20, pour définir le harcèlement, mais c'est une définition qui fait consensus, hein, on considère que c'est une personne ou un groupe de personnes qui exercent sur une autre des violences qui sont régulières et répétées dans le temps. Elles s'inscrivent du coup dans la durée et elles ont pour, enfin, avec l'intention, pardon, de nuire à la personne ou d'isoler la personne. Hmm. Chez les enfants plus jeunes, on peut retirer l'intention, mais en tout cas, ça a pour conséquence de nuire ou d'isoler. Donc là, et à chaque fois, il y a toujours un point de départ un peu anecdotique. Là, en gros, c'est ce que j'ai regardé. Apparemment, le point de départ, c'est un peu un truc amoureux à la con où la jeune fille qui vient d'arriver dans le collège, après avoir, si j'ai bien compris, été renvoyée d'autres collèges, bon, il faudrait vérifier, mais finalement, elle apprécie un garçon qui, lui, préfère Samara. D'accord. Et du coup, elle va commencer à s'en prendre à Samara. Alors, sur quel motif là, il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a le motif religieux qui va arriver, mais avant ça, il y a cette histoire de cheveux rouges. Apparemment, à un moment, elle s'est éteint une partie des cheveux ou tous les cheveux, je sais pas, en rouge. Et ça a été l'objet du harcèlement. Mais en fait, d'une certaine manière, ça, c'est marrant parce que du coup, les droits d'art, évidemment, ils se sont focalisés sur cette histoire parce que ça leur permet de sortir de leur truc religieux classique. Mais en fait, généralement, dans le harcèlement, ce genre de truc, c'est anecdotique. C'est-à-dire, tu pourrais avoir les cheveux rouges ou tu pourrais avoir les cheveux bleus ou en fait pas les cheveux rouges, mais juste une dent un peu de travers ou un jour t'es venu avec des chaussures qui étaient un peu nulles ou t'es tombé dans la cour, un truc à la con. Et n'importe quel événement qui te fait un peu sortir de la norme ou te crée une petite différence, ben, peut être l'occasion ou le prétexte au harcèlement. Donc, en fait, qu'elle ait les cheveux rouges ou pas, ça aurait pu être autre chose. Probablement que la fille qui la harcèle, elle aurait trouvé n'importe quoi pour la harceler. Je suis Ou désolé, pas de cheveux, exactement, il y a un exactement. mec qui se moque, ouais, pas de cheveux dans le chat. Mais oui, 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 non, mais t'as raison, ce que tu Ouais, dis en c'est fait, c'est dur. qu'il y a l'intentionnalité du harcèlement d'abord, et après, Ouais, ça va se focaliser sur des trucs, et c'est ce qui est horrible dans le harcèlement, c'est que tu peux rien faire en fait. Parce que, oui, si t'as les cheveux c'est rouges, on va ça. dire si t'as les cheveux rouges, et si te remets les cheveux normaux, on va te dire, ah bah t'as pas assumé tes cheveux rouges, enfin, on va toujours trouver un truc pour rebondir et te remettre le nez dans la merde, quoi. Et limite, d'ailleurs, là, c'est Exactement. pareil, on a le côté mécréante, on aurait très bien pu avoir l'inverse, tu vois. On aurait très bien pu avoir, bah regardez, elle est musulmane, intégriste, machin, tu vois, enfin, si Hmm, elle avait plus pratiqué dans un truc plus intégriste, on lui aurait peut-être reproché. Si elle pratique un peu moins, enfin, si elle pratique sa religion, mais de manière un peu moins visible, ou voilà, elle met pas le voile et tout, ben, on va lui reprocher aussi, quoi. Et c'est le serpent qui se mord la queue, quoi, c'est un truc sans fin. bien sûr, bien sûr. Et souvent d'ailleurs, parce que je pense aux parents par exemple qui nous appellent nous pour parler des situations de harcèlement, bah, ils vont pointer ça, ils vont pointer la différence en disant, bah, mon enfant il est comme ci, il est comme ça, il est un peu en surpoids, ou il est dyslexique, ou machin, enfin, tu vois, tout ce genre de petites différences. Alors, quand même, pour certaines d'entre elles, on sait que c'est des facteurs importants dans de harcèlement. Je pense à la question de l'orientation sexuelle, les questions d'orientation de genre, ou même la question de la grossophobie, etc. Il y a des espèces de trucs, des schèmes qu'on retrouve régulièrement parce que c'est facile d'aller la chercher. Mon enfant est HPI, je le sais dans le chat, quelque chose qu'on entendait tout le temps. Mais en fait, encore une fois, c'est presque secondaire. C'est-à-dire que n'importe quoi aurait pu être l'occasion d'un harcèlement. Tu vas chercher la petite différence qui va te permettre ensuite de t'en prendre à la personne. Et comme tu dis, une fois que tu changes, bah, en fait, de toute façon, c'est trop tard. Une fois que la dynamique est lancée, on finira toujours par trouver quelque chose. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Du coup, toi, par rapport à ça, en fait, tu mets pas particulièrement en avant ni les cheveux bleus, ni les cheveux pas bleus, je fais l'anti-woke là, ni les cheveux rouges, ni la religion. Mais du coup, tu pointes plutôt le harcèlement, quoi, de manière générale, quoi. Et en fait, tu dis, on Ouais. sait même pas trop si c'est un harcèlement ou si c'est plus un truc, un règlement de compte entre deux personnes. Parce qu'en fait, je sais pas si ça, toi, t'as sûrement plus lu que moi par rapport à ça. Est-ce que les 20 personnes là qui seraient venues, c'était des gens du collège, c'était des gens extérieurs au collège, parce que ce que j'ai compris, ils étaient plus grands que Samara. C'était peut-être. C'est Enfin, ça. je vais pas raconter de conneries, mais si ça se trouve, la meuf, elle arrive dans le collège, le mec qui a convoite, il est plus sur Samara, et du coup, elle appelle ses potes qui Ouais. sont plus grands et qui sont même pas du collège pour venir casser la gueule à Samara, quoi. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Elle a appelé des gens qui n'étaient pas du collège, mais si j'ai bien compris, alors pareil, là pour l'instant, toutes les informations sont à prendre avec précaution, mais en fait, la personne qui la harcèle, elle a créé un faux compte avec, donc elle a renommé sur Samara, enfin comme si c'était Samara qui parlait, quoi. Et elle a lâché des dingueries sur pas mal de personnes, et si j'ai bien compris, y compris les personnes qui du coup sont venues après l'agresser. Euh, donc c'est pour ça qu'il y avait des personnes extérieures au collège qui sont venues, mais qui eux n'ont rien à voir avec le harcèlement en tant que tel. C'est pas des personnes, peut-être il la connaissait même pas. Je suis pas sûr qu'il l'ait insulté ou quoi. S'il y a du harcèlement, a priori c'est entre la jeune fille du collège, je crois qu'elle avait 14 ans, et qui s'en prenait à Samara de manière régulière. Ouais. Après, ouais, il y a une question là, je rebondis dans le chat sur si la différence c'est pas la cause, c'est quoi la cause? Euh, Bah là, en tout cas, il faudrait voir là du cas par cas, en fait. Il y a plusieurs trucs. Pour l'instant, je vais me centrer peut-être sur la question interindividuelle ou en tout cas des personnes, parce que évidemment, après, il y aura des logiques un peu structurelles quand on y reviendra sur l'école, etc. Mais, euh, mais en tout cas, il peut y avoir plein de causes différentes. Et là, de ce qu'on comprend, la cause première, c'est une histoire de garçon à la con, où elle kiffe un garçon et ce garçon kiffe Samara. Et du coup, j'imagine que ça doit lui faire vivre quelque chose de très compliqué. Je connais pas cette jeune, mais j'imagine que devait y avoir. Souvent, aujourd'hui, c'est un truc sur lequel on insiste beaucoup du côté des psychologues, justement, sur le fait qu'il y a des vulnérabilités à la fois chez les personnes qui sont victimes de harcèlement, notamment en conséquence au harcèlement mais parfois préalable, ça dépend. Bon. Et, euh, et aussi chez les personnes harceleuses. Parce que c'est un truc d'être vénère contre quelqu'un parce que tu es amoureux d'une fille et que cette fille elle est amoureuse d'un autre garçon. Bon, tu peux avoir le seum contre lui quand tu as 13 ans ou 14 ans. Ok, mais de là à devenir harceleur, c'est autre chose. Donc c'est que quand même, il y a quelque chose. Parce qu'il faut s'imaginer quand même, le harcèlement, c'est vraiment, d'une certaine manière, quand même, la personne que tu harcèles, vraiment, elle t'obsède quand même. Enfin, vraiment, tu es là à aller la chercher dans la cour de récréation, à aller passer du temps chez toi le week-end pour créer un faux compte pour pouvoir le nuire. C'est quand même un Hmm. délire, c'est une dynamique particulière. Donc, c'est quand même que cette personne cette personne que tu détestes dans ton environnement psychologique général, quand même, elle occupe une place importante, quoi. Vraiment, tu es là à toujours penser à elle, à réfléchir à comment je vais aller la faire chier et tout. Hmm. C'est quand même particulier. C'est une personne qui a un appartement Il a un grand appartement, tu vois. C'est comme toi avec Roblan, je crois. Ouais, mais tu vois, mais justement, ça me fait penser un peu à Internet parce qu'il y a du harcèlement aussi, du cyberharcèlement, et je pense que Mm. tous les youtubeurs en vivent plus ou moins. Après, on le vit. Moi, je trouve qu'il faut différencier quand on le vit mal, quand on le vit pas mal et tout, mais je pense que n'importe qui a quelques dizaines de milliers d'abonnés, il va se retrouver avec des gens. Mais des fois, il y a des trucs de. Enfin, tu prends n'importe quel. Regarde toutes les semaines. Dès que je sors une vidéo, tu la regardes, tu regardes les commentaires. Dans les 20 premiers commentaires, va toujours y avoir un mec qui me parle d'un truc qui n'a rien à voir. Genre en mode, je suis un suceur de babouche, je sais pas trop quoi, tu vois. Et tu te dis, le gars, il a pas de vie, quoi. Il regarde une vidéo qui est sur, je sais pas, qui est sur Monsieur Sam. Il te parle d'un truc qui n'a rien à voir. Il te ressort des fois des propos que t'as tenus un an auparavant. Enfin, genre, c'est une dinguerie. Et c'est vrai que du coup, il y a un côté maladif, quoi. C'est pas en mode ah bah tiens j'aime pas ce Ouais, ouais. gars-là, je m'en fous. Limite si je le croise je l'insulte. Voilà, enfin genre t'es dans son champ de vision, il t'insulte, c'est pas ok tu vois, mais genre voilà, il y a un rapport. Mais là le gars va te chercher, il va aller jusqu'à cliquer sur des vidéos et faire tourner l'algorithme pour venir t'insulter, tu vois. Et quand tu dis aller chercher dans Mm. la cour, bah c'est un peu ça, tu vois. C'est pas en mode on n'est pas copains, c'est en mode tu m'obsèdes et je vais venir te faire chier jusqu'au bout, quoi. Ouais, ouais, il y a vraiment un accrochage sur la personne de la victime. Créer un faux Et compte, même c'est là, une tu vois, ça me dinguerie. fait.
Tu vois, c'est Ouais, ouais, la non, folie. mais Mais ouais, même, tu vois, le faux Stéphane Le compte. Foilier, il a ça. Il a, je crois que c'est une meuf qui a créé un compte à son nom, qui a tweeté je sais pas, des centaines de fois pour se foutre de sa gueule avec un faux compte à son nom, tu vois. Genre, t'imagines dans quel état Hmm. il faut être, quoi. Ouais, ouais. Mais donc là, tu vois, c'est Samara, donc ce serait peut-être cette histoire d'amour. Faudrait voir dans le détail, ce que, pas d'amour, ou en tout cas de crush, on va dire. Mais vraiment, t'aurais que plein de trucs comme ça. Nous, on avait des histoires de, un moment, je sais pas, deux jeunes filles de 7 ans qui sont copines. Et puis l'année d'après, il y en a une des deux qui rencontre de nouvelles amies et qui du coup va avoir de nouvelles copines. Elle quitte un peu son ancienne amie. Et l'ancienne amie, du coup, va la poursuivre et ça va partir en harcèlement parce qu'elle lui en veut de cette fait des nouveaux amis, etc. Et alors là, du coup, bah, c'est parti, on va trouver n'importe quelle différence pour pouvoir créer une espèce de dynamique de groupe particulière pour exclure cette personne ou l'unir, etc. Donc la différence, j'ai l'impression qu'elle vient quand même toujours un peu dans l'après-coup et dans qu'est-ce que ça renvoie à... Enfin, d'abord, il y a la haine et puis ensuite, du coup, tu vas trouver quelque chose pour justifier ta haine. Mais en fait, le point de départ, c'est quand même que tu lui en veux pour un truc en général un peu à la con. Enfin, à la con. Ou pas, c'est sérieux les histoires d'amour, mais en tout cas qui au départ enfin, est extérieur à ce que tu vas lui reprocher. Tu vois, la meuf, elle va pas lui dire je t'en veux parce que machin il t'aime. Non, elle va lui dire casse-toi avec tes cheveux rouges. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça dit, ça, à un niveau un peu plus large? Tu parles dans ton plan d'élargir sur des considérations sociales et politiques. Je sais pas si c'est le moment venu de parler de Ouais, ça, mais c'est-à-dire comment est-ce que ça s'explique en fait ces dynamiques-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé? Est-ce que c'est quelque chose qui s'amplifie maintenant? Moi, de ce que j'ai lu, je crois qu'il y a plus de harcèlement qu'avant. Après, peut-être que les réseaux sociaux aussi peuvent jouer et que c'est moins, c'est pas forcément du Mm. harcèlement scolaire du coup, tu vois. Mais comment est-ce que tu interprètes ça, quoi? ouais, il y aurait deux pôles. Euh, en gros, bon, je passe un peu rapidement sur la question psychologique, mais il y aurait quelque chose à voir du côté de la violence. Comment est-ce que quand tu es un enfant ou un adolescent, tu, tu tempères ou tu cadres ta violence? Parce que bon, alors là peut-être ça fera débat, je sais pas, on verra, mais en tout cas, moi, comme psychologue, je me situe dans. Je suis un psychologue d'orientation psychanalytique, donc je me réfère à la théorie psychanalytique. Oh là Et là dans la là théorie là 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 psychanalytique. là là, les zététiciens en sueur. Ouais, ouais, je sentais que ça allait. Là, ça va transpirer. Mais bon, en tout cas, peut-être on en reparlera, mais dans la théorie psychanalytique, du coup, on accorde une place importante à la question de l'agressivité. Et au fait que globalement, il y a de l'agressivité très très jeune chez les enfants, dès la maternelle, il y a de l'agressivité, et après plus tard, et notamment à l'adolescence, etc. Donc tu mets 800 élèves dans un même endroit, forcément ça va partir en couille. Forcément, il va y avoir de la violence. Euh, Ça, ce serait pour la dimension vraiment individuelle. Et d'ailleurs, enfin, encore une fois, là, chacun pourra se renvoyer à ses propres expériences, hein. Mais moi, je me souviens comment c'était dans mon collège. Mais il y a plein de fois où j'ai vu des situations qui relevaient de situations de harcèlement, Hmm, voire des situations auxquelles moi-même, tu vois, j'ai pu participer sans m'en rendre compte, en fait. Mais t'es hmm. là, tu vois un pote, il se fout de la gueule de quelqu'un, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air rigolo. Toi-même, Oui, t'es oui, témoin de oui. la scène, tu rigoles. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça à la con, où tu te rends pas compte, mais le faisant, ben, tu te décharges quand même d'une certaine tension. Et voilà, il y a quelque chose qui peut être un peu régulateur, mais qui malheureusement fait souffrir les personnes. Alors après, d'un point de vue plus social et politique, J'ai pas il y compris a le rapport avec un... la psychanalyse, là, ce que tu dis, c'est pas particulièrement psychanalytique, si tu dis, en gros, il y a de l'agressivité chez les gens qui s'expriment, et puis quand il y a des gros groupes de personnes, enfin, c'est un rapport avec la psychanalyse en particulier, tu vois. Non, le rapport, c'est juste sur la question de l'agressivité en soi, et le fait Hmm. qu'il y a pas mal de personnes qui nient encore qu'il puisse exister de l'agressivité chez les enfants. Euh, c'est pas une curiosité qu'il y ait de la violence chez des enfants ou des adolescents. Alors que là, j'ai eu l'impression, tu vois, en regardant pas mal de trucs sur les plateaux télé, que, encore une fois, il y a toujours un peu comment dire, Un angélisme un cette peu, genre les représentation un enfants peu sont bons, idéalisée. Ouais, exactement. ouais, L'enfant innocent, tu vois. un truc un peu Mais en rousseauiste, fait, l'enfant est bon. non, ça, c'est une mésinterprétation de Rousseau sur l'état de nature. Mais ouais, tu vois, cette espèce de truc de l'enfant innocent, bon voilà, ça évidemment, moi, j'achète pas.
Mais en dehors de la psychanalyse, il y en a plein qui pensent ça aussi, heureusement, hein, qui reconnaissent qu'il y a de l'agressivité chez les enfants. Bref, après, c'est un point de vue social et politique et tout. Il y a un psychiatre qui dit un truc que j'aime bien, avec lequel on travaille, qui dit que en gros, les enfants peuvent faire ce que les adultes les laissent faire. Et je trouve qu'il y a pas mal ça à comprendre. Alors, pas d'un point de vue autoritaire, du genre c'est la faute des parents, mais en mode les adultes, ça comprend aussi l'école. Dire comment c'est possible que dans une école primaire, dans un collège, etc., il puisse y avoir des faits de violence qui montent tellement en intensité qu'à un moment, on en arrive à ce qui s'est passé dans le cas Samara. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des personnes qui soient intervenues plus tôt pour pouvoir stopper la dynamique de la violence? Parce que là aussi, le harcèlement, c'est vraiment quelque chose de dynamique. C'est pas un fait de violence une fois qu'il arrive d'une extrême gravité. Parfois, on peut voir des faits comme ça, hein. On peut avoir dans un collège, je sais pas, un truc qui part sans prévenir, où tout d'un coup, il y a une bagarre qui commence alors que les deux personnes se connaissaient pas du tout. Ils vont se taper, ça va être très violent. Et après, c'est terminé, il y aura pas de suite. Le harcèlement, c'est pas ça. Le harcèlement, c'est vraiment une dynamique qui s'installe et qui s'installe et qui monte comme ça en intensité jusqu'à arriver parfois à des faits de la gravité de ceux qui ont eu lieu dans le cas de Samara. Donc là, ça pose question sur comment ça se fait qu'il n'y ait pas des personnes qui interviennent plus tôt. Et évidemment, bah là, moi, je suis dans la team, ça manque de personnel, ça manque de formation chez les personnes. Les professeurs, très souvent, ils sont pas du tout formés aux situations de harcèlement, donc ils ont du mal à les reconnaître. Ils sont déjà surchargés de travail. Il y a 30 élèves par classe, tu peux pas surveiller tous les élèves en même temps, c'est impossible. Il n'y a pas assez de surveillants dans les cours de récréation. Eux-mêmes aussi, parfois, sont pas forcément très bien formés aux questions de harcèlement. Donc, ils ont du mal à écouter les personnes. Même parfois, quand on commence à reconnaître qu'il y a du harcèlement, parfois, il y a des... ça, c'est un truc hyper classique qu'on entendait tout le temps. C'est par exemple des professeurs ou des principaux, des CPE, mettons, qui vont recevoir l'élève victime de harcèlement avec les harceleurs en même temps, dans une sorte de confrontation en mode, bon alors expliquez-moi c'est quoi la situation, ok, toi t'en penses quoi, tu te dis quoi, ok, serrez-vous la main, maintenant vous êtes amis, et repartez dans la cour de récréation, et ça s'arrête là, tu vois. Mais évidemment, c'est complètement débile, et surtout c'est pernicieux, parce que souvent la personne victime de harcèlement, bah, elle est inhibée devant ses harceleurs, elle ose rien dire, et du coup, l'école, eux, ils vont se baser là-dessus, et ils vont se dire, bon bah voilà, alors nous on a reçu le harcelé, en fait, il n'y a pas de problème de harcèlement. On l'a reçu, il nous a rien dit. Et en face, ils vont avoir du mal avec les parents qui, eux, continuent de venir les voir pour leur dire mon enfant est victime de harcèlement. Tu vois, ça crée un espèce de truc un peu pernicieux comme ça. Oui, non mais clairement. J'en avais parlé d'ailleurs un peu pendant la vidéo sur Samara. J'avais lu un papier bon, qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais qui essayait de proposer un petit peu à quel endroit on pouvait jouer et qui mettait en cause à la fois l'organisation et notamment le fait de reconnaître les situations de harcèlement, ce qui est déjà pas si évident. Parce qu'en fait, si tu reconnais Ouais. pas les situations de harcèlement, bah, tu vas pas y faire grand chose. Et puis à la fois aussi, comment est-ce qu'on peut aller à l'encontre. Et il disait que il y a un problème majeur, c'est que à la fois il faut que les gens puissent se parler, et à la fois en fait il faudrait qu'ils puissent se parler avant le harcèlement, parce qu'une fois que le harcèlement est mis, c'est compliqué de foutre le harceleur et le harcelé ensemble en disant ça me fait penser à Psychodélique qui propose aux gens qui se plaignent de lui, on fait un resto, mais t'as pas envie de faire un resto avec le mec qui a fait Mais 35 non, vidéos mais sur toi oui. en disant que t'étais un pédo, tu vois, genre, donc c'est un peu ça le problème, tu vois. Et tu parlais aussi du nombre de personnel. Je pense que c'est hyper important pour plusieurs raisons. Moi, j'ai des proches qui sont dans l'éducation nationale et bah, il y a de plus en plus de monde dans les classes et il y a de plus en plus de taf en fait. Et il y a un double problème. Déjà, quand il y a 35 élèves dans une classe, c'est très compliqué de gérer le truc. Et en plus de ça, quand il y a 35 élèves, que t'es jamais remplacé, que t'es fatigué et tout, eh ben c'est compliqué. Tu fais moins bien ton boulot. Alors, ils le font pas consciemment, je dis pas Bah qu'ils ouais. passent à côté, mais c'est-à-dire que toi, tu finis, il est 18h, tu sais que tu as des trucs à corriger, tu sais que ça va être la sauce, et en plus de ça, il faudrait que tu ailles rencontrer les parents de tous les gens qui sont harcelés, et que tu fasses. Parce que la procédure, elle est pas évidente, en fait, pour le harcèlement. Il faudrait des gens spécialisés comme toi, limite qui viennent faire le truc à la place des profs, ou alors il faudrait plus de profs pour qu'ils puissent le faire, mais c'est quand même très compliqué d'allier tout ça, quoi. Mais carrément. Carrément, parce qu'en plus, évidemment, c'est des sujets.
encore une fois, ouais, c'est des sujets compliqués. Tu vas pas régler la situation en 5 minutes. Donc, tu vois, c'est sûr que tes profs, peut-être tu as vu un truc, mais tu es un peu hésitant parce que tu sais que si tu commences à aller vraiment creuser quelle est la situation, peut-être ça va te mettre un peu dans la sauce parce que tu sais pas ce que l'élève il va te dire. Et là, si jamais il te lâche vraiment un énorme truc, euh, je pense, tu vois, je fais une digression, mais tu vas voir le rapport. Bon, ça va être un sujet un peu lourd, mais je pense par exemple dans la question des idées suicidaires que peuvent avoir les jeunes, etc. Parfois, tu vois, chez les professionnels, soit de santé, soit même des professionnels profs, etc., qui sont au contact des jeunes, parfois ils ont peur de poser la question de est-ce que vous avez des idées suicidaires? Est-ce que vous avez déjà pensé à vous suicider, etc. Et notamment, il y a une espèce de vieux truc du genre, on aurait peur que ça donne l'idée. Comme si, tu vois, tu allais poser la question et le jeune allait se dire, ah bah oui, en fait, j'ai envie de me suicider. Alors qu'évidemment, ça n'a pas lieu. Je veux dire, s'il n'a pas envie, tu lui poses la question, il va te dire non. Et il a envie, il y avait déjà pensé, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a un autre truc dont les gens ont peur, c'est la réponse, en fait. C'est que si tu poses la question à quelqu'un et qu'il te dit oui, j'ai des idées suicidaires, bah là, en fait, là, faut que tu agisses, en fait. Tu es obligé d'agir, tu vois. Mm. Et je pense que les profs, ben, on comprend, comme tu dis, il y a un moment, ils sont fatigués, ils sont peut-être un peu nerveux parce que c'est hyper compliqué pour eux de faire leur taf. Si derrière, tu dois aller voir un jeune pour lui poser une question en mode est-ce que tu es victime de harcèlement? S'il dit oui, déjà, c'est rare que tu lui poses la question comme ça, mais imaginons, bah derrière, faut faire des trucs, quoi. Ça veut dire faut recevoir le jeune, faut prévenir le principal de l'établissement. Enfin bref, c'est toute une dynamique qui se met en place. Ça va te coûter en énergie, c'est lourd à porter, quoi. Mm. Et les profs ou les professionnels étant pas formés, c'est compliqué pour eux. Et même maintenant, tu vois, il y a un programme, alors qui s'appelle le programme phare, qui est le programme normalement qui doit être généralisé dans tous les établissements scolaires pour permettre de lutter contre le harcèlement à l'école. Et en fait, dans ce programme, tu as des personnes qui sont désignées dans les établissements comme référents harcèlement. C'est ces personnes-là que les jeunes ou les témoins de situation doivent aller voir pour dénoncer le harcèlement. Sauf qu'en fait, les personnes concernées n'ont pas d'heures supplémentaires. Donc en fait, elles sont là, elles font leur taf dans le collège ou dans le lycée. Et en plus de ça, elles doivent pouvoir être disponibles si besoin pour parler de situation de harcèlement. Mais ils ont été très peu formés sur la question. On leur donne pas d'heures en plus, on leur donne pas de permanence, tu vois, qui permettrait de savoir que bah voilà, tu sais que tous les jours, de telle heure à telle heure, si tu as besoin de parler, il y a machin qui est disponible. Donc forcément, pour eux, c'est compliqué à prendre en charge. Ils sont déjà Ouais. débordés. Mais ça pose de multiples questions. Moi, j'ai un truc, on est dans les digressions, mais c'est pas tant une digression que ça pose la question de la formation. Notamment, quand on étudie un peu le féminisme, on se rend compte d'un truc, c'est que je crois que jusque dans les années 60 ou 70, le concept d'harcèlement sexuel n'existe pas, tu vois. Et donc, quand t'es une femme qui est harcelée sexuellement au travail, comment tu fais pour penser que t'es harcelée sexuellement au travail, sachant que le concept n'existe Ouais. pas, tu vois. Et aujourd'hui, c'est encore pas parfait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de meufs qui, je sais pas, se laissent un peu toucher l'épaule ou je sais pas trop quoi, des trucs qui peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel si c'est répété, s'il y a une intentionnalité, machin. Mais qui se disent ah ouais, mais c'est comme ça, tu vois, parce que GG il a 60 ans, il a toujours fait comme ça, sauf qu'en fait c'est pas normal, tu vois. Et Mmh. si c'est mal vécu, en plus, ça doit être dit. Bah, aujourd'hui, c'est pareil en cours. Et c'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Entre des gamins qui jouent et qui se chamaillent de manière un peu naturelle et du harcèlement, des fois, la frontière est pas évidente, tu vois. Et je vois ça aussi sur Internet, C'est entre clair. un mec qui fait une vidéo réponse je sais pas, il fait deux trois blagues, deux trois mèmes, et un type qui te harcèle, c'est pas non plus évident, quoi. Et donc, du coup, il faut quand même avoir une certaine formation que les profs n'ont pas, ou pas assez, pour arriver à reconnaître ces situations de harcèlement. Et c'est pas en faisant un grand plan harcèlement où on fait 2 heures de formation un mercredi après-midi où les profs sont crevés que tu vas arriver à pallier le truc, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et ça marche à tous les niveaux. C'est-à-dire, à la fois les professionnels eux-mêmes sont pas forcément très bien formés à la question du harcèlement et notamment comment dire, à sa détection. Enfin, tu vois, comment tu fais pour distinguer une situation? Est-ce que c'est des chamailleries ou bien c'est du harcèlement? Ça, vraiment, la question des chamailleries, mais nous, ça arrivé 150 000 fois que les parents appellent en disant, j'en ai parlé au professeur, j'en ai parlé au chef d'établissement, et il me dit, c'est des chamailleries entre élèves, ça va s'arranger, c'est pas du harcèlement. Donc évidemment, et même les parents, parfois, ils savent pas vraiment, et c'est pour ça aussi qu'ils appelaient. Et nous, on avait aussi cette fonction-là, de faire une évaluation de la situation pour voir est-ce que ça relève bien du harcèlement, ou alors c'est autre chose, et dans ce cas-là, ça se traite différemment.
Et même après, pour les personnes qui sont victimes elles-mêmes, parce que c'est sûr que, comme tu dis, quand t'es victime et qu'en fait, tu sais pas exactement que c'est du harcèlement, bah parfois, tu as du mal à aller le dénoncer, tu as du mal à aller en parler, tu sais pas à qui tu dois le dire, tu sais pas ce qui est important, tu vois, parce que peut-être tu as l'impression que tel truc, bah en fait, c'est anecdotique, mais pas du tout. Ça a l'air anecdotique, mais en fait, ça n'est pas dans la dynamique de harcèlement. Ça permettrait de bien comprendre que ça en est. Et notamment des tout petits trucs, enfin, genre, je sais pas, un élève. Un surnom, parfois, tu peux te faire harceler sur un surnom. En mode, les gens passent leur temps à t'appeler avec un surnom que t'aimes pas. Et tu pourrais te dire que c'est anecdotique, mais en fait, ça s'ajoute aux bousculades, ça s'ajoute à tout un tas de choses comme ça que tu vis régulièrement. Et qui souvent, en fait, tout à l'heure, j'avais un truc comme ça dans le chat, qui au bout d'un moment, en fait, vont te faire péter un plomb et qui souvent, pardon, font passer la victime pour l'agresseur et pour un agresseur, pour quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, tu vois, parce qu'on a l'impression que ta réponse, elle est disproportionnée. C'est-à-dire qu'en gros, tu as entendu un moment ton harceleur qui t'appelle avec ton surnom, c'est la millième fois, c'est la fois de trop, tu t'énerves, tu lui mets une patate. Là, du coup, tout le monde voit ça. Donc les professeurs interviennent, ils convoquent les parents en disant votre enfant, il est violent, il a frappé l'autre, etc. Mais en fait, évidemment, quand ça fait la millième fois qu'on t'appelle comme ça, que ça fait 1000 fois que tu demandes à ce qu'on arrête et que tout le monde te dit non, mais ça va, c'est juste un surnom, tranquille, tu peux te détendre. Et en fait, au bout de la millième fois, le surnom plus les bousculades plus machin, bah, à un moment, tu pètes un plomb. Mais du coup, il y a un espèce de rapport qui s'inverse et on pourrait le voir avec le féminisme, c'est pareil, hein, tu vois, maintenant, on parle des féminazis. Donc le rapport s'inverse, vraiment, on les met en position de coupable, en fait. C'est elle qui agresse. Ouais. C'est vraiment, tu vois, il y a vraiment cette dynamique similaire. Non, mais oui, ça c'est une dinguerie. C'est un truc mais qu'on voit beaucoup. Mais moi, je trouve ça honteux. C'est ouais, arriver à faire croire que le problème, c'est la victime. Il y a beaucoup ça aussi avec les violences conjugales. C'est le mec arrive à faire croire que si je t'ai frappé, c'est parce que tu m'as obligé, parce que t'as été chiante, tu vois. Enfin, genre, c'est un truc totalement inversé. Mmh. Mais tu sais, sur une meuf qui est un peu déjà un peu fragilisée par la vie ou je sais pas quoi, qui a vécu des violences dans son enfance, qui a un peu intériorisé le fait qu'il y ait des violences interindividuelles comme ça, tu sais, qui va pas savoir où aller parce qu'en fait elle est un peu isolée, parce que souvent aussi on se retrouve avec des mecs qui ont isolé leurs meufs de leurs amis ou je sais pas trop quoi, Ouais. et ben ça crée des gros problèmes. Donc il y a cette double question à la fois euh, pas de l'intimidation, mais de la manière, ouais, dont les victimes vont pas se sentir vont pas se sentir de dénoncer le truc, qui est un des points. Et le deuxième point, c'est le point, ouais, de la conscience de que ce soit pas normal. Et ça renvoie du coup, parce que je parlais des Mmh. profs, mais je presque mal parlé, tu vois. Faut que les enfants sachent que c'est que le harcèlement. Moi, je vais prendre un exemple, encore une Ouais, ouais. fois. Et, C'est bizarre, on parle de violence sexuelle alors qu'on devrait parler de harcèlement, mais je trouve qu'il y a, il y a des liens. Moi, j'ai une patiente l'autre jour, elle arrive, et en gros, elle me raconte avoir vécu un viol, mais ce qu'elle me dit, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyablement triste, mais c'est incroyable. Elle a eu un rapport en fait avec son copain, alors qu'elle était un peu droguée déjà, il le savait, mais bon, voilà. Elle a un rapport avec son copain, elle dit ouais qu'elle regrette et tout, et je lui demande c'était consenti. Elle me dit oui c'était consenti, et après elle me dit oui mais dedans il y avait des trucs pas consentis, tu vois. Et je lui dis mais enfin tu vois c'est compliqué, c'est un peu touchy comme truc, donc tu poses pas trop des mots, mais tu essaies de lui demander si pour elle c'est un truc où elle considère que c'est un viol ou pas. Elle dit ah non c'était pas un viol, c'était consenti. Mais pour elle, c'était, tu vois, avoir un rapport consenti avec quelqu'un où au final, je sais pas, tu vas avoir une pénétration anale ou un truc que t'as pas du tout consenti, que t'as un peu subi sur le truc. Pour elle, c'était pas un viol, alors que je pense que c'est caractérisé très très mmh. facilement au tribunal comme étant un viol, tu vois. Et donc, le fait de ne pas avoir conscience de ce qui peut être ou non un viol, de ce qui peut être ou non reproché, bah, ça l'empêche de mettre des mots sur le truc et puis de pouvoir avancer. Après, c'est une adulte, je peux pas la forcer à quoi que ce soit, mais c'est dur en plus parce que t'es pas là pour. Des fois, les gens, si entre guillemets ils vivent bien une agression, t'es pas là non plus pour remuer le truc et puis lui dire ah bah non, dis-le que t'as été Ouais, ouais. violé ou je sais pas quoi, tu vois. Mais bah avec le harcèlement, c'est un peu ça aussi. T'as des gamins qui, nous, objectivement, on pourrait se dire ils sont harcelés, eux ils arrivent pas à mettre de mots là-dessus. Comment est-ce qu'on fait? Le mieux, je pense, ce serait en amont qu'ils aient un niveau éducatif par rapport à ça, qui soit assez grand pour reconnaître ou non des situations de harcèlement, et surtout quand ils sont un peu extérieurs, tu vois. Que le copain du petit Martin, il voit que le petit Martin, il est harcelé, tu vois, et qu'il aille lui dire, et puis qu'il aille Et- le dire à la maîtresse. Ça, je pense que ce serait peut-être le mieux. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est
principalement pour les personnes des témoins, en fait, parce que quand tu es pris dans la situation, notamment quand tu es victime, c'est compliqué d'agir parce que tu es pris dans des logiques souvent de, de domination. Enfin, tu te sens dominé par la personne harceleuse, voire par le groupe de personnes. Tu peux te sentir honteux, tu as peur d'aller en parler parce que tu as l'impression que être harcelé, ça veut dire que tu es faible. Il y a encore beaucoup ce truc-là. Parfois, même qu'on entend dans la bouche des parents, hein. Des parents qui peuvent dire de leurs enfants qu'ils sont harcelés parce qu'ils sont un peu faibles. Bon, c'est un peu rude de. Enfin, tu vois, t'imagines que ça se trouve, l'enfant, il intériorise ça, donc c'est difficile pour lui d'aller en parler, évidemment. Il y a la question de la honte, il y a la question de la peur des représailles, puisque les harceleurs, ils te font entendre que si jamais. Enfin, ils te font savoir que si jamais tu parles, ça sera pire. Mais c'est surtout, ouais, comme tu dis, pour les témoins, parce que les personnes qui sont extérieures et qui voient la scène, parfois, elles ne savent pas que c'est du harcèlement, et peut-être que si elles le savaient, bah, elles s'autoriseraient davantage à aller en parler avec, encore une fois, le CPE, qui du coup, si lui, il était formé, se dirait, OK, là, il y a peut-être une situation, je vais aller regarder de plus près. Il y a des méthodes pour faire son enquête, notamment de faire appel justement aux autres élèves pour éviter de tout de suite aller convoquer tout le monde, ben, de dire aux autres élèves, quelques-uns dans la classe, tu vas les voir et tu leur demandes, ben voilà, est-ce que vous avez observé des trucs? Si jamais vous voyez des faits de violence, est-ce que vous pouvez nous les rapporter? Enfin, ou même des personnes extérieures à la classe. Enfin, il y a beaucoup de techniques qui sont proposées aux établissements pour savoir vraiment ce qui se passe dans la situation sans prendre le risque d'exposer les personnes directement, de faire ça un peu discrètement et qui permettrait d'y voir plus clair. Mais là, encore une fois, pour pouvoir y voir plus clair, bah, faut savoir ce qu'il faut regarder. Faut Hmm. savoir à quoi faut être attentif. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est compliqué ces histoires-là parce que même moi, pour avoir m'être un peu intéressé au sujet, à avoir vu des cas de harcèlement pratique et tout, souvent en fait, il y a des choses qui sont reprochées à la victime et qui sont vraies. Qui sont vraies, c'est-à-dire que Ouais, oui, la victime a dit une connerie une fois, a fait une mauvaise blague, parce qu'on a tous fait des erreurs dans notre vie en fait. Il y a personne qui est parfait. Et donc, il faut vraiment pas rentrer dans ce truc-là de commencer à dire ouais, mais quand même, t'aurais pas dû faire ça, parce que déjà la personne le sait, tu vois. Souvent la victime sait quoi, peut-être que cette blague-là, elle aurait pas dû la faire, s'en veut déjà, et c'est vraiment le truc pour la faire culpabiliser et qu'elle se dise que c'est normal de se faire harceler, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi très pernicieux, je trouve. ouais, ouais. Bah, ça, c'est un truc, pareil, on entendait ça dans plein de situations. Et parfois des choses graves, hein, tu vois, je pense à, par exemple, des situations où les parents pouvaient appeler, euh, où leur enfant était harcelé parce qu'on disait qu'il était raciste. Parce qu'un jour, peut-être, il a fait une mauvaise blague raciste dans la cour d'école, et le truc, bah, il n'est pas passé du tout. Et depuis, il est victime de harcèlement. Et donc, bah, à la fois, il y a un truc où, évidemment, s'il fait une blague raciste, bah, ça va pas, quoi. Éventuellement, c'est aux adultes peut-être d'intervenir, de sanctionner, je sais pas quoi. Mais évidemment, par contre, ça justifie pas un harcèlement derrière. Mais parfois, on le ramène à ça. Ou pareil, de la violence, je disais tout à l'heure, genre, tu pètes un plomb, la victime met une patate à celui qui le harcèle. Et du coup, on va toujours ramener toujours qu'à ça. C'est-à-dire, dès que tu vas aller voir le professeur, dès que tu vas aller voir le principal, il va dire, ah oui, mais quand même, votre enfant, il a frappé machin. Et on le renvoie toujours au fait qu'il a bien eu lieu, mais qui en fait est la conséquence de toute une série de violences qu'il a subies auparavant. Et souvent, moi, j'avais tendance à dire aux parents, quand je les avais un peu au téléphone là-dessus, de dire, mais en fait, ok, reconnaissez la violence. Et le CPE vous dit, oui, mais votre enfant, il l'a frappé. Oui, oui, ok, et c'est vrai, il l'a frappé. Et il fallait pas le frapper, et très bien, il aura une sanction, il aura 2 heures d'école. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, réfléchissons à pourquoi le harcèlement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on arrive toujours au bout de la chaîne, enfin à la fin de la chaîne, tu vois. On Hmm. prend la violence finale et on dit, ah bah voilà, c'est comme dans les banlieues, cet été ou l'été dernier, je sais plus. C'est pareil, tu vois, on arrive à la fin, on dit, ah là là, les jeunes sauvages, ils brûlent des voitures. Mais oui, mais peut-être qu'on pourrait revoir et reprendre la chaîne causale au départ et voir que, en fait, ça, c'est l'expression de quelque chose qui est en latence depuis longtemps, de violences subies et intériorisées depuis longtemps. Et c'est la même chose pour la question du harcèlement. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Je voulais dire un truc, je crois que j'ai. Je crois que si. Il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, je sais pas si c'est des billes par rapport à ça. Même si c'est pas le. Si vous connaissez la chaîne et que vous n'êtes pas particulièrement. Enfin, vous savez que je suis pas particulièrement foucaldien, mais il y a un côté, des fois aussi, très sévère à l'autorité, notamment l'autorité de l'école. Et moi, je me demande, c'est une supposition, si c'est pas quelque chose qui empêche les enfants de parler. Et je vous dis ça encore une fois, là je vais faire un truc par rapport
par rapport au médical, j'avais parlé l'autre jour sur Twitter, pour ceux qui s'en souviennent, d'un truc qui s'était passé sur un live TikTok, où il y avait quelqu'un qui était suicidaire, qui avait été euh, qui avait été hospitalisé en psychiatrie, qui avait un lourd suivi psychiatrique et tout. Et le gars, en fait, il venait demander des conseils à des randoms sur TikTok. Et je me suis dit, comment on est arrivé dans une situation où un mec qui va mal, il va pas voir ses soignants, mais il va voir des randoms sur TikTok. Et je me suis dit, c'est qu'en fait, il voit les soignants psychiatriques comme étant un peu des pères fouettards qui lui disent, faut que tu prennes ce traitement, faut que tu fasses ça. Enfin, tu vois, il y a un truc très sévère à ça. Et je me demande si c'est pas pareil aussi, tu sais, avec le CPE, avec le prof, ou comme ils sont habitués aussi à pouvoir se faire punir Mm. par le CPE, et ben au fond, quand ils ont besoin du CPE, ils le voient peut-être pas comme quelqu'un de bienveillant, même s'il peut être bienveillant, ils le voient peut-être comme quelqu'un qui est là pour sanctionner et pour les sanctionner eux aussi, tu vois. Alors là, j'ai pas d'exemple vraiment précis, tu vois. Enfin, j'en ai un, mais qui est un peu extérieur, c'est-à-dire, j'ai ça par rapport à la question du psychologue, et notamment du psychologue dans l'école, où dès qu'il y a un enfant qui va être victime de harcèlement et qu'il y a un psychologue scolaire, bah, régulièrement, on va proposer aux familles que l'enfant qui est victime aille voir la psychologue scolaire. Ou même une psychologue en dehors, hein. On va dire, il faudrait que votre enfant il aille voir le psy, etc. D'ailleurs, c'est toujours un peu bizarre cette demande parce que tu sais pas trop ce que l'école attend. Est-ce que vraiment elle est en mode votre enfant doit souffrir, ça serait bien qu'il le voit, ou alors elle se dit votre enfant il a un petit problème et donc il faudrait qu'il aille se faire soigner. C'est pas toujours très clair, je trouve. Mais en tout cas, souvent, c'est vécu par les familles et par les enfants eux-mêmes comme la punition quand tu leur demandes d'aller voir le psychologue, assez régulièrement, ils le vivent comme la punition, tu vois. Et donc, en effet, je pense qu'il y a quelque chose qui doit jouer aussi, probablement, quand tu vas voir le CPE, quand tu vas voir la directrice, etc., ou le directeur de l'école. Non seulement il y a quelque chose du côté de la punition, puis après, alors là, ça concernerait les jeunes eux-mêmes, les représentations et les discours qui se font entre eux, mais il y a euh, c'est la honte, c'est une balance. Si Mm, tu vas en parler, c'est une balance. Et mm. ça retient énormément les jeunes. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, le fait qu'ils en parlent entre eux. Par exemple, nous, je parle de Fit Santé Jeunes, là, sur la ligne d'écoute, on a aussi un forum qu'on anime où les jeunes eux-mêmes, là, c'est eux, entre eux, qui discutent. Ils ne discutent pas avec des professionnels, ils discutent entre jeunes sur un forum que nous, on modère. Et pareil, tu vois, je pense que parfois ils vont chercher entre pairs des solutions à leurs problèmes plutôt que de nous appeler, tu vois. Ils vont sur le site Fil Santé Jeune, donc ils pourraient avoir accès à des professionnels de santé. Ils préfèrent en discuter entre eux. Mm. Et je pense qu'il y a aussi quand même une dimension ouais, c'est quand même pas simple d'aller se confronter à un adulte, d'aller se confronter à un adulte qui peut être une figure d'autorité, etc. Ouais, je pense qu'il y a un rapport vraiment à Alors là, je suis l'autorité, même plus complètement qu'au dans le fait noir, là. d'être adulte. Ça me fait penser un peu ce que tu dis avec ce qui est un peu à la mode aujourd'hui et qui est très bien, je pense, c'est le côté un peu patient-expert. Tu sais. On voit beaucoup ça, Ouais, notamment par exemple les alcooliques anonymes, tu vois, c'est ce genre de choses où, enfin, je sais pas si on peut qualifier de patient expert les alcooliques anonymes, mais tu vois le truc. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un qui a été alcoolique parce que toi tu es alcoolique et tu as plus de facilité à parler de quelqu'un qui a souffert de ton problème et que tu considères comme étant égal à égal avec toi que d'en parler à mm, ton addictologue, d'en parler à ton psychologue ou à un soignant que tu considères comme ayant un rapport un peu hiérarchique avec toi. Et je pense que ben, pour ouais. délier les langues, c'est pas mal aussi les enfants pour ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que les amis ont, je pense, une grande importance dans les dynamiques de harcèlement pour voir ce qui se passe. Parce que c'est plus facile de parler à un autre qui a été harcelé, à un ami, qu'à un adulte. Quoi. Mm. Après, je vais partir sur un autre sujet, mais par rapport à cette question, enfin, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure quand tu as parlé des adultes, de la punition, etc. Parce que, enfin, deux trucs déjà pour rester là-dessus, mais malgré tout, je pense qu'au bout d'un moment, moi, ça me paraît important, notamment dans le cas des enfants, qu'il y ait une instance tierce qui intervienne, tu vois, et que du coup, que ça soit pas que aux enfants entre eux de régler la situation, qu'à un moment, que ce soit l'école, mais après, quand c'est entre adultes, hein, que ce soit je sais pas, dans une entreprise. Alors là, j'ai perdu J'ai l'image. juste Je sais pas. coupé ma cam parce que le live bug un peu. Comme Ok, ça, toi, tu n'as pas ma cam, tu as juste ma voix, mais comme ça marche mieux pour les abonnés. ok, ça Ça te gêne marche. pas? Non, non, pas du tout. Euh, je sais plus ce que je disais du coup. Ah, je t'ai Si, coupé. si, oui, oui, Vas-y. sur le.
non, en plus, c'est vrai, je suis perdu là. J'étais sur Eh le ben, vas-y, fait moi que. j'ai un truc intéressant. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, oui, le phénomène de harcèlement est complexe. Perso, je regrette d'avoir laissé faire, mais sinon c'était mon tour. Il y a aussi ce truc-là, je pense, qui fait que les harcèlements sont Ouais, tus. C'est-à-dire que tu as peur que si toi tu aides le harceler, c'est toi qui te retrouves harcelé aussi. Tu vois, tu te retrouves associé avec le gars qui est censé être la grosse merde du groupe, à qui on en met plein la gueule, machin et tout. carrément, carrément. Il y a des dynamiques de surtout ne pas se retrouver à sa place, quoi, ne pas se retrouver exclu à son tour. Et donc, du coup, surtout que le harcèlement, souvent, il contamine en quelque sorte les témoins. Tu vois, t'assistes à la scène, mais en fait, tu fais pas juste assister. Tu rigoles un peu. Peut-être tu vas participer toi aussi, tu vas lâcher une insulte au passage ou je sais pas quoi. Bref, tu te retrouves pris dans le truc parce que tu as peur que si tu participes pas, ce soit toi tu sois associé, tu vois, à la personne de victime et donc du coup que tu deviennes toi aussi à ton tour une victime dans la situation. Ouais, 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 ouais. Et Est-ce après, que. ouais, je pensais Vas-y. à un truc sur la question, voilà, sa punition, ça m'avait fait penser à ça, mais sur la réponse du coup apportée. Et là, il y a vraiment un discours social bon, classique maintenant qui est sécuritaire, quoi. Du coup, il faudrait vraiment sanctionner les personnes, réprimer au maximum les enfants harceleurs. Il y a un texte de loi qui est passé là il n'y a pas très longtemps, pareil, sur le fait de pouvoir sanctionner pénalement les enfants et tout, qui ont été auteurs de harcèlement. Et c'est marrant, j'écoutais il n'y a pas très longtemps une émission sur France Culture où tu avais une femme politique de droite de chez LR qui apparemment s'intéressait aux questions de harcèlement scolaire. Et puis tu avais deux chercheurs, un psychologue communautaire et une sociologue. Et, euh, et en gros, ce qui était drôle, c'est que donc la femme LR, elle disait il faut sanctionner davantage les harceleurs, c'est parce qu'on ne les sanctionne pas assez que du coup ils continuent. Et les deux chercheurs qui disaient toutes les recherches montrent que la réponse répressive ne fonctionne pas, qu'on a beau augmenter les sanctions ou etc. C'est pas ça qui met fin aux situations de harcèlement et c'est pas ça qui empêche la récidive dans le cas des situations de harcèlement. Ouais, c'est intéressant parce que ça montre que peut-être que prônent les droitards, les Zemmour, faut revenir à l'école d'avant, mettre des coups de bâton ou je sais pas trop quoi, ben, ça soit peut-être pas la solution. En plus de ça, comme. Enfin, moi j'ai peut-être la- 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 l'optimisme de penser que la plupart des harceleurs ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils se font. Et autant que les harcelés ne se rendent pas compte qu'ils sont harcelés. Je pense que c'est des dynamiques qui sont très complexes et donc, même si tu dis, ouais, on va vous mettre un coup de bâton si vous harcelez, le harceleur, il va répondre, oui, mais machin, il a fait une mauvaise blague il y a 3 mois, et en fait, moi, c'est juste des blagues, je lui ai juste donné un surnom, tu vois. Je pense pas que le harceleur soit là en mode, je suis un harceleur, ça me paraît évident, quoi. Pareil, tu fais un faux compte de quelqu'un, t'as 13 ans, tu te dis, ah ouais, c'était pour troller, machin. Et encore une fois, un faux compte, si c'est fait juste une fois à un ami à toi, ça pourrait ne pas être considéré non plus comme étant du harcèlement et juste une blague ou je sais pas quoi. Donc encore une fois, c'est compliqué, tu vois, comme truc. Et la question répressive euh, pure, c'est considérer en fait que tout le monde est conscient de ce qu'il fait dans cette histoire, tu vois. C'est considérer qu'en fait les gens ils harcèlent en Ouais. étant méchants et qu'ils sont conscients d'être méchants, ils ont fait le choix d'être méchants et du coup il faut leur taper dessus parce qu'en fait comme ça ils le feront moins. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et que l'éducation et la prévention est beaucoup plus intéressante, quoi. Oui, oui, complètement. Complètement. C'est sûr que les harceleurs qui reconnaissent leur situation, bon, qu'ils le reconnaissent, c'est très rare, mais qui en aient conscience, bon, j'imagine, il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent en avoir conscience, qui peuvent même, pourquoi pas, être animés par des mouvements vraiment agressifs où tu veux faire payer à l'autre parce que tu lui en veux à fond pour quelque chose. Bon, ça existe par moment, mais même ces jeunes-là, en réalité, de toute façon, c'est des jeunes qu'il faut pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, si vraiment, encore une fois, dans ton quotidien, ton délire, c'est d'aller t'es focalisé sur quelqu'un dont tu n'arrives pas à te sortir cette personne de la tête et tu peux pas t'empêcher de l'agresser, bon, bah, il y a un problème. Je pense que là, il y a quelque chose qui va pas. Tu as peut-être besoin d'aide. Tu as peut-être besoin de dire quelque chose ou de trouver un moyen de te détacher de cette personne et de détacher cette violence comme ça qui te déborde complètement. Donc, même ces personnes-là, de toute façon, il faut pouvoir les entendre. Alors, bien sûr, le problème, c'est que parfois, quand ils font, enfin, je sais pas, dans le cadre de violence de Samara, bon, bah, évidemment, c'est difficile quand les psychologues arrivent et disent, bon, bah, il faudrait aider les harceleurs. Après ce qui vient de se passer, c'est inentendable pour personne, c'est pas du tout entendable pour la famille, évidemment. Donc, c'est compliqué. Mais là, par exemple, je vois dans le chat, il y a cette question de les harceleurs ont parfois été harcelés eux-mêmes.
Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est une dynamique qu'on connaît pour le coup vraiment bien et qui a été beaucoup étudiée sur le fait que, en effet, il y a une probabilité très importante que des personnes qui ont été harcelées deviennent harceleurs à leur tour, comme on sait que dans les familles, les enfants qui ont été victimes de maltraitance ont malheureusement la possibilité enfin, une plus forte probabilité que des enfants qui n'ont pas été victimes de maltraitance de devenir des parents maltraitants à leur tour. Enfin, vraiment, ces dynamiques-là, elles sont connues en sciences sociales. Et donc, évidemment, il faut les avoir en tête quand on intervient sur ces situations. Mais dans le cadre en plus de Samara, comme tu dis, il y a le côté harcèlement, mais en plus de ça, moi je trouve que là où les sanctions sont, je pense, seront plus sévères, c'est parce que il y a de la violence physique qui ont amené quelqu'un dans le coma, tu vois. Ouais. C'est presque plus le passage à tabac que je trouve impressionnant que le harcèlement où on n'en sait pas encore exactement ce qui s'est passé, tu vois. Le passage à tabac, là, c'est évidemment quelque chose où il y aura des sanctions, je pense. Mais même pénal, j'imagine qu'il y aura des plaintes, qu'il y aura des trucs assez graves. C'est quand même très Ouais. rare qu'une gamine de 13 ans finisse dans le coma. Enfin, ça me paraît assez dingue, quoi. Il paraît qu'il y a eu des coups qui ont été donnés Oui, alors oui. qu'elle était déjà inconsciente. Enfin, tu vois la violence du truc, quoi. Mm. Ah ouais, c'est clair. Et je voulais te dire un truc, mais évidemment, ça m'a échappé. Euh, Tant pis. Ça me reviendra peut-être après. Ouais. Par rapport à Samara, est-ce qu'on a des choses à dire ou est-ce qu'on passe un peu à la politique plus générale autour du harcèlement? Pour moi, on est bon. Eh Pour moi, ben, on est bon. ce qu'on va faire, c'est que je vais aller pisser. Et soit je te laisse animer un petit peu et répondre au chat, soit tu peux aller pisser aussi si t'as envie. Et on reprendra dans 2 minutes. Ouais, non, mais je veux bien regarder s'il y a des questions. Ah là, ok, donc c'est moi qui anime le live de Padu. Ok, très bien. J'ai la moustache, j'ai pas les cheveux par contre, mais ça va le faire quand même. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions dans le chat. Je peux répondre parce que je vois qu'il y a plein de trucs qui passent depuis tout à l'heure. Je peux pas tout lire. Je suis désolé là pour ceux qui écrivent, mais en tout cas, je regarde. Qu'est-ce que je pense de l'uniforme scolaire? Oh là là, la question. Là, je suis piégé parce qu'en fonction de ce que je dis, ça va mal se passer. Non, mais moi, sur le principe, de manière générale, tous ces délires-là, un peu Troisième République, je suis pas à fond derrière, hein. Je suis pas à fond derrière. Euh, Surtout qu'en plus, c'est toujours un peu, on met en avant le côté, on va, on va masquer les inégalités sociales, etc. Mais on sait très bien que les inégalités sociales, elles vont se manifester ailleurs, à la fois dans les résultats scolaires ou dans les manières de parler des personnes, etc., etc. Donc en fait, ça masque pas grand-chose, à mon avis, ça c'est un peu c'est un peu la douille. Voilà, ça c'est une réponse CNews, BFM TV, éditorialiste en direct. Pas du tout un exercice que je maîtrise, hein. J'ai pas, non, je n'aurais pas je connais pas assez le sujet Foucault pour répondre à la question. Ah oui, il y avait cette question de est-ce que c'est un phénomène nouveau, le harcèlement scolaire? C'est une bonne question. Ce qui est compliqué, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est que ce qui est compliqué, c'est de pouvoir nommer le harcèlement et de savoir l'identifier et du coup le comptabiliser. Et que très probablement, en fait, pendant très longtemps, il y a eu du harcèlement, simplement comme on le nommait pas comme tel, du coup, on l'a pas comptabilisé comme tel. Et donc aujourd'hui, on a des chiffres qui sont en augmentation. Et nous, je vois, par exemple, sur la ligne où je travaillais, on a eu une augmentation constante du nombre des appels pour traiter des situations de harcèlement. Mais est-ce qu'il y a plus de harcèlement qu'avant? Ou alors, est-ce que les personnes ont plus conscience que c'est du harcèlement? Et donc, du coup, elles en parlent davantage. Pour l'instant, c'est assez difficile de faire la différence. Après, ce qui est en augmentation aussi, ça pour le coup, c'est assez clair, c'est le cyberharcèlement. Bon, déjà, évidemment, avant, ça n'existait pas, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant qu'il y en a, on voit quand même que ça augmente d'année en année. Donc, est-ce que c'est pareil pour le harcèlement scolaire au sens strict, c'est-à-dire sans le cyber et qu'il est aussi en augmentation? Pour l'instant, c'est assez compliqué de le dire. On va pas trop répondre à la question.
Comment on intègre le harcèlement des profs et de l'administration sur les gamins? Et est-ce que ça rentre dans ce qui est appelé harcèlement scolaire? Alors oui, ça rentre. Là, il y a eu un texte de loi qui est passé il n'y a pas très longtemps, des ordonnances, je crois, et qui du coup souligne le fait que, en effet, les adultes de l'établissement scolaire peuvent être considérés comme auteurs de harcèlement scolaire sur des enfants. Ils peuvent participer eux aussi, et ça fait partie de la définition du harcèlement scolaire. Et puis, ouais, la question sur la loi, en effet, c'est nouveau, la dénomination harcèlement scolaire est entrée il n'y a pas longtemps dans la loi. Avant, c'était considéré comme du harcèlement moral ou du harcèlement physique, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas le mot scolaire, et désormais, c'est rentré dans la loi, on parle de harcèlement scolaire sur le plan légal. Et avec du coup des peines associées pour les enfants qui seraient auteurs du harcèlement scolaire, et notamment en fonction des conséquences pour la victime si jamais la personne a tenté de se suicider ou s'est suicidée, les peines sont encore plus importantes dans le cadre du harcèlement scolaire. D'ailleurs, par rapport à Samara, est-ce que toi qui as de l'expérience du coup, qui a été 6 ans à répondre à une ligne téléphonique, je pense que tu as dû entendre des histoires, est-ce que c'est commun du coup qu'on mette en avant la religion comme ça comme facteur ou pas? Ok, c'était ça le truc que j'ai oublié tout à l'heure. Euh, alors, c'est des choses qui arrivent. On a quand même Il y avait beaucoup de situations autour de la question religieuse, mais au sens où, en fait, c'est la personne, par exemple, musulmane, qui va être victime de l'islamophobie. C'est dans ce sens-là. Moi, des situations où on aurait traité quelqu'un comme dans le cas Samara, si tant est que ce soit confirmé, etc., de mécréante, j'ai jamais entendu ça. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Ouais, t'es Et même ça, indigné. ouais. Tu nous caches le fait que en France, tu peux plus aller à l'école sans voile à partir de 8 ans. Ouais, mais écoute, moi, je dois faire passer un message positif aux jeunes. Donc, voilà, je cache la vérité. Je cache la vérité sur ce qu'on entend. Mais tu vois, même dans cette situation, par exemple, imaginons qu'elle ait été insultée bien de mécréante, qu'à un moment, ça se sortit, tu vois. Mais en fait, c'est quoi quelle est la place de cette insulte au moment où elle est sortie? C'est-à-dire, est-ce que vraiment la jeune qui le dit, elle le pense? Déjà, ta méthode, parce que je me dis vraiment à 13 ans, je suis pas un spécialiste de ce sujet, mais est-ce que vraiment à 13 ans, tu peux être à proprement parler un intégriste religieux? Ça me paraît compliqué, tu vois. Je sais pas quelle représentation tu peux te faire de la religion à cet âge-là, mais je suis pas sûr que tu peux être intégriste et avoir un projet politique comme on a entendu tous les éditorialistes nous le raconter. Euh, mais alors, imaginons qu'elle le dise, tu vois, quelle représentation ça a pour elle? Est-ce que vraiment elle pense qu'elle dit ou elle veut juste trouver un moyen, encore une fois, de lui casser les couilles et alors elle va lui dire ça comme elle aurait pu dire autre chose et parler de ses cheveux rouges ou de ses baskets? Enfin, donc, tu vois, on a fait une espèce on a pris l'objet comme ça, on l'a mis au cœur de la dynamique de harcèlement comme si c'était ça le sujet, alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Est-ce que ça a été dit plusieurs fois? Est-ce que c'est arrivé une seule fois? Très, très vague en fait. D'accord. Donc du coup, on va passer peut-être il y a Thunderbush qui dit la gamine faisait 5 prières par jour, je pense pas que ça vaille grand-chose. Mais oui, non, mais en plus, moi, c'est ça qui m'a énervé dans cette histoire, c'est de dire c'est l'islam, mais Samara, elle est musulmane aussi, donc c'est pas... Enfin, c'est justement un dénominateur commun. Et en plus de ça... Allez pas me faire croire que dans le collège de Samara, toutes les meufs portent le voile sauf Samara. C'est complètement hallucinant comme truc. Déjà, ils ont pas le droit de porter le voile au collège. Donc ça voudrait dire que ce soit après les cours. Et vous allez me faire croire que dans ce collège, toutes les meufs portent le voile. Enfin, c'est complètement aberrant comme truc, quoi. Donc c'est évident que c'est J'ai quelque entendu ça. chose qui est en dehors où au final on te dit ah bah non c'est toi parce que voilà c'est comme je sais pas quand il y a du harcèlement grossophobe en général il n'y a pas qu'une personne grosse dans toute l'école tu vois enfin par contre c'est cette personne là où on va appuyer sur le fait qu'elle est grosse et puis l'autre c'est ah bah il est gros mais il est sympa lui on l'aime bien donc en fait ils s'en foutent c'est pas le problème d'être gros vraiment tu vois c'est le problème du harcèlement. Ouais, ouais, non, c'est clair. J'ai entendu une meuf sur Public Sénat, je crois, raconter que justement les femmes étaient voilées dans cet établissement et que dans le quartier, toutes les femmes étaient en burqa. Donc, c'était vraiment n'importe quoi, quoi. Ils étaient en roue libre. Ouais bah oui, oui. Du coup on va passer à la suite. Tu voulais nous parler un petit peu plus de la politique du gouvernement
par rapport au harcèlement, parce que je crois que de ce que tu me disais, c'était, ça empirait un peu la situation, et donc ils avaient une certaine responsabilité dans le fait que ça se passe pas forcément mieux qu'avant, quoi. Ouais, alors on va même nommer les personnes, hein. On va nommer Gabriel Attal, Oh là 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 là. Elisabeth Borne. Ouais, non, je pense que c'est un projet de longue date, mais du coup, c'est eux qui là ont participé. Euh, mais en fait, ouais, je vais refaire un peu l'historique, mais au départ, donc du coup, le 30-20, c'est une ligne nationale de lutte contre le harcèlement à l'école qui est créée par l'Éducation nationale en 2012. À l'époque, je crois que c'est Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale. Pareil, il y a un événement dramatique suite à une situation de harcèlement, et donc du coup, il décide de créer cette ligne. Et donc, c'est l'association dans laquelle je travaillais qui s'en occupe. Et en gros, donc la ligne va durer 11 ans, et avec des chiffres en augmentation constante. Au départ, je crois qu'on traitait 20 000 appels par an, enfin, on recevait 20 000 appels par an. Là, l'année dernière, en 2023, on a reçu plus de 100 000 appels sur des situations de harcèlement. Sachant que, déjà, ça c'est incroyable, mais sachant que nous, on était en gros donc 5 équivalents temps plein, donc 5 personnes qui travaillaient, on va dire, à temps plein sur la ligne. En réalité, on était plus, mais c'était des temps partiels et tout. Bon, bref, donc on va dire que ça fait 5 équivalents temps plein. Et les finances n'ont pas changé, enfin la subvention n'a pas changé depuis sa création. À sa création en 2012, on recevait 30 000 appels, à 2023, la fermeture, où on recevait 100 000 appels, plus de 100 000 appels. C'est exactement la même subvention, le même nombre de personnes pour traiter 5 fois plus d'appels. Ce qui, évidemment, du coup, n'était pas possible. Et il y avait, je crois que le chiffre, c'était 80% des appels qu'on ne pouvait pas traiter. Il y a 80% des appels qui, faute de moyens, tombaient dans l'oubli et des parents, du coup, qui n'avaient pas de professionnels au bout du fil. Non mais attends. 5 équivalents temps plein, 100 000 appels, mais c'est la folie le truc. Ça fait Bah 20 ouais, 000 ouais, appels par c'est équivalent assez temps plein, mais impossible. c'est impossible de répondre à tous les trucs. Comment tu veux faire ça? Comme si t'avais un resto, t'étais, tu sais, il y a un chef de commis et il y a 700 en couvert, tu sais. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, non, non, on pouvait pas répondre, hein. Évidemment, c'est impossible. Et en plus, c'est des appels, je pense que vous imaginez bien, mais tu as des appels de harcèlement, c'est pas des appels faciles. C'est des gens qui appellent, qui sont hyper angoissés, c'est des gens qui sont hyper en colère, qui en veulent à l'établissement scolaire ou qui ont peur pour leur enfant, ou etc. Donc, c'est des appels qu'on des... et qui parfois même s'en prennent à nous parce que bah, voilà, ils sont tellement en colère que ils nous identifient à l'Éducation nationale, ils pensent que c'est qu'on a un rapport avec eux et donc du coup, ils s'en prennent à nous comme si on était de l'Éducation nationale. Bon, et ce qu'on peut comprendre, tu vois, ils sont tellement énervés qu'ils s'adressent à la première personne qu'ils ont au téléphone. Bon. Mais donc, c'est des appels chargés, tu vois. Donc, t'imagines, t'enchaînes des appels en continu sur des situations de harcèlement dans lesquelles, quand même, c'est difficile d'agir. Donc, parfois, tu te sens quand même impuissant parce que toi, t'es quand même loin. Tu peux pas directement intervenir dans la situation. Et c'était des appels en quantité quand même vraiment très importante. Et donc, jamais une augmentation. Il y a eu une petite augmentation en 2022. Pape Ndiaye, il a donné une petite subvention en plus, mais c'était vraiment dérisoire par rapport à ce qu'il aurait fallu donner. Tu vois, il aurait fallu multiplier la subvention. De toute façon, pour avoir tous les appels, c'est simple, hein. Il y avait du coup 5 fois plus d'appels reçus que d'appels traités. Donc, il fallait au moins multiplier la subvention par 5 Mais en plus, ce qui est pour avoir vraiment 5 fois débile, plus de moi personnes. ça m'énerve ce genre de situation parce que la réalité, c'est qu'on fait une économie là-dessus, mais ça va coûter beaucoup plus cher si ça dégénère, qu'il y a des prises en charge après, psychiatriques, qu'il y a des gens qui vont quitter l'école, qui vont redoubler, qui vont peut-être se déscolariser, tu vois. Enfin, ça va coûter beaucoup plus Mm. cher en fait que si tu avais payé 20 pélos en équivalent temps plein, tu vois, pour gérer les appels, tu vois. Ça t'aurait coûté, enfin 20 équivalents temps plein, je pense que c'est accessible à la France, tu vois, à payer en plus. Et c'est quand même beaucoup plus simple, et même pour la santé à la fois des parents, des élèves, mais même des profs qui ont pu gérer ça, des CPE, enfin qui ont pu gérer ça, qui ont moins à gérer ça, c'est quand même plus rassurant, quoi. Ben ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr. Alors juste là, je réponds au chat pour éclaircir sur la question de est-ce que c'est vraiment la solution d'avoir des lignes d'écoute? Alors c'est sûr que nous, on n'intervient pas dans les établissements, donc c'est pas nous qui réglons les situations de harcèlement. La seule chose que ça permet, c'est une clarification sur la situation, ça permet de mieux comprendre vraiment de quoi il s'agit, est-ce que c'est bien du harcèlement ou pas, et ensuite de conseiller les parents sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, vers qui ils peuvent s'orienter, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, parce que c'est important la manière dont tu vas présenter la situation au chef d'établissement pour que du coup ils prennent ta situation au sérieux
pour être sûr qu'ils interviennent correctement. Et puis surtout, un truc qu'on pouvait faire, c'est qu'en fait, on faisait la médiation entre les parents et les services de l'éducation nationale qui sont chargés de la lutte contre le harcèlement à l'école, en dehors des établissements. En fait, dans chaque académie, tu avais ce qu'on appelle un référent harcèlement. En fait, on a toujours. Tu as des référents harcèlement qui, eux, peuvent intervenir dans les établissements pour proposer des protocoles, pour mettre fin aux situations. Mais normalement, c'est le chef d'établissement qui le sollicite. Et donc, parfois, c'est compliqué parce que le chef d'établissement, alors je crois que ça a changé, mais à une époque, les établissements et les chefs d'établissement, ils étaient en partie évalués sur le fait qu'il y ait du harcèlement ou non dans leur école. Et donc, du coup, il y avait une tendance à ne pas signaler le Oh là harcèlement là. auprès des référents harcèlement ou auprès du procureur de la République, qui normalement est obligatoire quand il y a du harcèlement dans une école, tu dois informer le procureur. Et ils avaient tendance à ne pas le faire. Parce qu'évidemment, structurellement, ben, c'était pas intéressant et ça allait leur niquer leur note. Donc, ils ne le faisaient pas. Donc, nous, on permettait malgré le refus des professionnels de l'éducation nationale, quand ça arrive, il y a plein de professionnels, heureusement, qui prennent ça très au sérieux et qui interviennent. Hein. Mais quand ils freinaient quelque chose, ben, nous, on pouvait quand même prévenir le niveau du dessus auprès des académies. Ouais, ouais, mais attends, moi je connais les douilles hein, des référents harcèlement où il y en a un pour tout un département et le mec il est Mais bien submergé. sûr, c'est ridicule. C'est comme les médecins scolaires, tu sais, on te dit ouais, enfin on te dit qu'il y en a, mais en réalité est-ce qu'il y en a? Oui, mais t'appelles le gars début septembre parce que tu soupçonnes je sais pas quoi, il passe en mi-mai et puis en fait il a même pas de solution après à proposer vraiment parce qu'il a pas de moyens. Enfin c'est un peu la douille aussi. Hein. Mais bien sûr, je crois qu'il y avait 2 référents harcèlement pour toute la Seine-Saint-Denis. Donc, tu vois, Ouais, c'est ridicule. ouais, c'est un Et truc de donc, fou. ouais, la ligne, tu vois, donc jusque-là fonctionne très bien. Hein, des chiffres en augmentation constante. Nous, on est bien repéré par l'éducation nationale, on est bien repéré par les familles comme étant la ligne de référence. Et en fait, il y a une autre ligne qui émerge, qui fait un autre travail, c'est le 30-18, qui est la ligne de lutte contre le cyberharcèlement et plus généralement contre les violences sur Internet. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va vouloir fusionner les 2 lignes. Il va penser, je pense que c'est ça la logique, hein, qu'en gros, ça va lui permettre de faire des économies, de fusionner les 2 lignes. Et donc, du coup, il y a eu le 27 septembre 2023, là, il y a une conférence de presse d'Elisabeth Borne qui a annoncé un plan interministériel où elle a annoncé qu'elle allait créer une ligne unique de lutte contre le harcèlement à l'école. En fait, elle dit qu'elle en crée une, mais elle en crée pas une. Juste, elle a supprimé le 30-20. Et à partir d'aujourd'hui, c'est le 30-18 qui s'occupe et du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Sauf que, euh, ben, ils n'ont pas, aux dernières nouvelles, hein, en janvier dernier, donc c'était il y a quelques mois là, j'ai entendu que celui qui était responsable du 30-18 se plaignait du fait qu'il n'avait pas reçu de nouvelles subventions. Donc il y a encore moins de monde au téléphone, alors que non seulement il gère les situations de harcèlement scolaire que nous on avait, et il gère les situations de cyberharcèlement. De toute façon, c'est que ça, hein, la Macronie. C'est des effets d'annonce. On crée un numéro vert machin. Au final, il n'y a rien qui est possible en plus. Mais là, en gros, tu dis, si j'ai bien compris, le 3018 c'était déjà un numéro pour le cyberharcèlement et il a pris en charge donc en gros, il y a. Et vous, au 3020, vous êtes plus là. Donc en fait, il y a juste le personnel pour le cyberharcèlement qui fait les deux maintenant. Exactement. Ouais, c'est Sachant qu'en plus, gigadouille, le hein. 30-18, ils font pas que du cyberharcèlement, ils s'occupent des violences sur Internet, donc ils s'occupent aussi des trucs du genre, tu t'es fait arnaquer sur un mail auquel tu as répondu, tu t'es volé de l'argent, ou des histoires de t'es allé sur un site porno, et puis que finalement tu t'es filmé à ta webcam, on a capturé l'image, on te demande de rapporter de l'argent, enfin tu vois, ils font aussi des trucs comme ça. Donc, c'est pas du harcèlement en tant que tel, mais c'est de la L'escroquerie violence un sur peu Internet. aussi. Ouais, de l'escroquerie, du chantage, des trucs comme ça. Et en plus, maintenant, ils se tapent le harcèlement scolaire. Et ben, à nouveau, comme nous, on l'était, ils sont débordés. Et alors, après, tu vois, moi, j'ai pas mal rencontré, comme je suis syndicaliste CGT, du coup, j'ai envoyé un petit courrier. J'ai envoyé un courrier à Gabriel Attal pour lui dire que tout le monde était très inquiet, qu'il allait supprimer notre ligne et que ça allait supprimer des emplois. Du coup, on a été reçu à l'Éducation nationale, pas par Gabriel Attal, mais par 2 de ses conseillers qui nous ont reçus, qui nous ont dit, écoutez, c'était assez marrant parce que ils nous ont dit parce que le truc c'est que nous on a appris la suppression de la ligne via la télé. On nous a même pas écrit, tu vois, on nous a pas envoyé un petit courrier, on n'a pas un conseiller qui est venu nous voir pour nous dire, bon voilà, on a décidé qu'on allait supprimer la ligne et tout. Ça s'est pas fait en concertation avec nous pour réfléchir sur comment est-ce qu'on pouvait lutter au mieux contre le harcèlement.
Donc un jour, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus le 30-20. Ils ont annoncé à la télé que le numéro serait supprimé. Et nous, on l'a appris en regardant la télé, tu vois. Et donc, du coup, quand j'y suis allé à l'éducation nationale, il y a une des personnes qui a reconnu que ça avait été un peu brutal. Et c'est marrant parce que quand je suis sorti du truc, tu vois vraiment la phrase un peu de merde, quoi. Quand je suis sorti du truc, j'étais avec un syndicaliste qui, lui, est syndiqué depuis longtemps et qui avait déjà été un peu dans ce ministère. Et il me disait, lui, il était trop choqué. Il me disait, oh, c'est la dinguerie qu'elle dit ça et tout. Normalement, il dit jamais ce genre de truc, jamais ils vont remettre un minimum en question ce qu'ils ont fait. Donc, si elle dit ça, c'est que vraiment, l'éducation nationale doit être archi vénère contre cette décision qui a été prise par la première ministre, etc. Il y avait des espèces de petites trucs internes, tu vois, où je pense que l'éducation nationale, ils étaient vénères contre la première ministre à l'époque, Elisabeth Borne. Il y avait des petits enjeux comme ça de rivalité au sein des ministères, c'était un peu spécial. Ouais, ouais, non, mais je vois le truc, mais putain, la sueur, t'es chez toi et tu vois que l'endroit où tu bosses, ça va être annulé. Tu es là devant la télé en mode super bonne soirée. Putain, c'est En n'importe plus, quoi, hein. c'était assez fou parce que au moment où ça a eu lieu, nous, avec les collègues, on était en grève pour demander une augmentation de salaire parce qu'il y avait eu, on avait fait des négociations qui n'avaient pas donné lieu à augmentation de salaire, donc du coup, on avait fait une grève. Et en plein milieu de la grève, il y a ça qui arrive. Donc le truc, vraiment le coup dur, quoi. On demande des augmentations de salaire, tac, on apprend qu'il y a une de nos lignes qui va être supprimée. Et en même temps, ça a permis de médiatiser à fond le truc. Et on s'est retrouvé à avoir Louis Boyard qui est venu à l'assaut, parce que bon, il y avait quelqu'un qui l'avait contacté, qui le connaissait, on avait un numéro, on a pu envoyer un numéro, le mec est venu nous voir, etc. Et on a fait un petit live et tout, c'était assez marrant sur Twitch avec lui. Et pour parler de la situation. Et lui, tu vois, pareil, avant que j'aille au ministère de l'Éducation nationale, il avait envoyé un petit message à Gabriel Attal pour parler de notre situation. Et Gabriel Attal avait dit, bon, le truc habituel, tu vois. D'ailleurs, c'était marrant, Louis Boyard, il m'avait dit, mais le gars avait dit, aucun salarié sera laissé sur le carreau. Et Louis Boyard m'avait dit, t'inquiète, quand il dit ça, il supprime toujours les emplois. Bon, bah, résultat des courses, ils ont supprimé la subvention, donc les emplois. Bah Et ouais, c'est ouais. le classique, quoi. Ouais, mais c'est la gigadouille, c'est pas très, très, très joyeux tout ça, hein. Qu'est-ce que, du coup, enfin, il y a des trucs, toi, que tu proposes, tu penses que, enfin, je sais pas quoi te dire après avoir appris ça, tu vois, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu vois? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire des lignes, il faudrait réduire le nombre d'élèves par classe, on a déjà dit, il faudrait éduquer, là on tourne un peu en rond si on dit ça. Ouais, 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 non, mais en vrai, les lignes, je comprends, il y a un peu une question, parce que c'est vrai qu'ils sont trop chiants à chaque fois, dès qu'il y a un problème, ils sortent un numéro vert, en mode, c'est un peu relou. En même temps, ça a une efficacité, on va dire, à court et moyen terme, tu vois. Le but, c'est que, en gros, l'idéal, ça serait de pouvoir se passer des lignes. En attendant, il n'y a pas du tout suffisamment de personnes qui sont formées sur le terrain ou disponibles pour agir. Du coup, ça permet d'avoir un intermédiaire qui permet d'éviter de surcharger. Notamment, on peut faire la distinction entre, OK, est-ce que ça relève du harcèlement? Si oui, il faut s'adresser à telle personne. Si ça n'en relève pas, ben, du coup, on va vous orienter vers d'autres personnes. Voilà, ça a quand même une certaine utilité, tu vois, de pouvoir éviter d'engorger des services qui sont déjà engorgés parce que les gens Ouais, ils mais en passent fait, côté c'est un boulot. truc, même pour connaître un peu le secteur médico-social, c'est un problème de fond en France. Euh, Il y a plein de trucs qui ont été créés où je pense que ça permet de faire des effets d'annonce qui n'ont pas vraiment de moyens. Et tu sais, du coup, ça te fait plein de petites associations, de petits organismes, de petits machins et tout, où à la fin, tu Ouais. comprends plus rien, au lieu d'avoir un truc simple où t'appelles, ton problème va être réglé, il y a du monde, et puis voilà. On te renvoie à chaque fois vers des associations, des fois qui sont même pas les mêmes entre les départements, ou qui ont des noms à la con et tout, et c'est vraiment un enfer pour les usagers, quoi. C'est vraiment un enfer. Aujourd'hui, tu veux trouver un toit, tu veux placer quelqu'un d'handicapé quelque part pour qu'il ait un lieu de vie, un travail et tout. Mais c'est très, 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 très compliqué. C'est pas comme s'il y avait, tac, une agence travail, handicap, logement, je sais pas quoi, où tu vas et on gère ton problème, quoi. De ouf, de ouf. Nous, je vois sur la ligne d'écoute, là, sur Fixant Santé Jeune. Du coup, ça nous arrive régulièrement d'orienter des personnes vers d'autres lignes qui seraient plus appropriées. Et franchement, on affiche à chaque fois tout un tas de numéros utiles pour orienter les personnes, mais il y en a un nombre infini, et à chaque fois avec des distinctions un peu à la con. Alors là, c'est pour les personnes qui ont plus de 70 ans. Là, c'est pour les grands-parents. Là, Non, c'est mais pour les oui, parents. Là, c'est pour les...
C'est à l'infini, quoi. Moi, je vois, ça fait toujours halluciner. Justement, bah, ça, tu le vois à l'hôpital quand tu bosses avec des assistants sociaux, tu sais, qui ont un peu de bouteille. C'est que les gars, ils te débloquent des situations, mais tu sais, avec des trucs que tu connais pas. Tout a une abréviation déjà, tu sais, enfin un acronyme plutôt. Donc tu veux faire un truc et puis tu sais t'habites dans un département, il y a pas mais le mec te dit ouais mais dans le département voisin il y a le CATTV où tu peux envoyer des gens qui sont entre 35 et 50 ans mais s'ils ont ça et puis s'ils ont fait de la prison en fait faut qu'ils aillent là et tout et c'est un bordel mais c'est l'enfer quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui dit dans le chat le nombre d'acronymes aussi. Dans la santé mentale, c'est Mais pareil, il y bien a sûr. d'innombrables entités, mais non, mais c'est ça, et c'est un putain d'enfer, et c'est un peu les politiques à la Macron, tu sais, parce que du coup, t'annonces à la télé, moi j'ai créé un centre pour détenus de plus de 35 ans, tu vois, et t'es là, ouais, ok, pourquoi en particulier, on sait pas. Le mec qui met 1 million d'euros sur la table sur 5 ans, en fait, ça fait pas tant que ça permet d'avoir 8 emplois sur toute la France, et tu te débrouilles, quoi. Et ouais, non, mais bien sûr. Et même là, tu vois, pour reprendre l'exemple du harcèlement, eux, ils sont arrivés en grande pompe en disant on crée un numéro unique de lutte contre le harcèlement à l'école. En fait, ils ne créent pas de numéro. Les deux numéros existaient déjà, ils en ont supprimé un. Mais ils le présentent sur le mode on crée un numéro. Alors que, évidemment, c'est pas ça qu'ils ont fait. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, ils créent toujours des trucs en plus pour décharger. Tu vois, je pense là, on parle de santé mentale, mais en santé mentale, les CMP, par exemple, en France, mais je crois que c'est 1 an le délai d'attente moyen pour avoir un rendez-vous. C'est un truc complètement aberrant. Les Et centres donc, du coup, ben, médico-psychologiques, ouais. on crée tout un tas de Ouais, c'est ça. On crée tout un tas de structures à côté pour éviter que les personnes aillent au CMP parce qu'ils sont surchargés, alors qu'en fait, ben, il faudrait recruter. Il faudrait recruter dans les CMP, il faut recruter des psychologues, il faut recruter des Mais ça, c'est un psychiatres, des truc, c'est pédopsychiatres. une question intéressante parce qu'en plus, encore une fois, avec de la prévention, euh, c'est là où les libéraux, en fait, à force de vouloir faire du gain à court terme, en fait, sont débiles parce qu'avec de la prévention, on gagnerait de l'argent même et on serait plus efficace pour les gens. Parce que le problème aujourd'hui, comme tu dis, moi j'ai déjà vécu des amis même, tu sais, qui ont un petit problème, tu sais, pas très grave, mais qui ont quand même besoin d'avoir une consultation avec un psychologue ou un psychiatre ou une infirmière psychiatrique ou un truc comme ça, tu vois. Oui, Et ils appellent. Et tu sais, quelqu'un d'anxieux, par exemple, je sais pas, qui a un TOC, on va dire, un trouble obsessionnel compulsif, un truc léger, mais qui est chiant quand même, tu vois, ça te prend 30 minutes par jour parce que tu passes ton temps à vérifier si tes fenêtres sont fermées ou j'en sais rien, tu vois, j'invente une connerie, mais. Et là, t'appelles, et en ouais. fait, comme t'as un truc qui est pas grave, on te dit, ouais, ben, vous aurez un rendez-vous. Toi, t'espères voir un psychiatre ou un psychologue, en fait, on te donne un rendez-vous souvent déjà avec un infirmier ou une infirmière, ce qui, pour les patients, c'est quand même moins rassurant, tu vois. Parce qu'ils se disent oui, ils s'y connaissent moins, alors que c'est pas forcément vrai des fois, mais voilà, c'est souvent pas forcément ce qu'ils attendaient. Et on leur dit dans 6 mois, tu vas voir Madame Machin. Et sauf que quand t'as quelqu'un d'anxieux, eh ben, il y va pas à son rendez-vous en fait. Il y va pas et il se dit bon bah voilà, moi ma demande elle est, ça fait, tu sais, ça fait 10 ans que le mec il a le toc. On lui donne un rendez-vous dans 6 mois, et ben il passe. Alors qu'en fait, au moment où il aurait besoin de soins, où il est dans une démarche où il a envie de soins, c'est à ce moment-là où il faut l'attraper, où il faut venir lui proposer une thérapie ou je sais pas trop quoi. C'est pas dans 6 mois, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend en charge que les gens qui vont avoir vraiment des problèmes gravissimes, c'est-à-dire qui vont arriver en disant qu'ils veulent se tuer. C'est-à-dire que tu vas être pris en Ouais, charge que ouais. si tu as des idées suicidaires, que si tu t'es scarifié salement, que si je sais pas quoi, tu vois, tu vas pas être pris en charge pour ton trouble anxieux ou pour des petites choses, tu vois. Et c'est débile parce qu'en fait, on gagnerait vraiment à ne pas attendre que les gens aient envie de se suicider avant de les prendre en charge. Parce que si on les prenait avant, peut-être que tu vois, le gars qui a un TOC à 20 ans où ça lui prend 30 minutes, ben en fait, quand il sera stressé et qu'il sera adulte, ça lui prendra 3 heures par jour et que sa vie ce sera de la merde, qu'il aura honte de parler de son TOC à sa famille, à ses amis, machin, et qu'à la fin, il va faire une tentative de suicide. Et on va le prendre une fois que le truc sera enquisté, qu'il aura 45 balais et qu'il aura fait sa tentative de suicide plutôt que de l'avoir pris à 20 ans et d'avoir amélioré la situation assez rapidement quoi. Et c'est agaçant quoi. C'est agaçant. En plus ça fait du coup vraiment une santé à deux vitesses parce que le mec qui a de l'argent il va trouver son psychologue libéral qui va payer une blinde, Mais bien qui va sûr. sûrement être très bien tu vois, mais lui il va être pris en charge rapidement. Et le mec qui est dans le public, en fait, il va se faire avoir tout ça parce que c'est pas parce que les gens dans le public veulent pas travailler, ils sont très bien souvent, mais parce qu'ils ont pas il y a pas assez de monde, donc du coup, bah, ça prend du temps pour avoir un rendez-vous quoi. Je crois que j'avais lu une étude, je veux pas dire de conneries, je crois que c'était un truc en Angleterre sur la prise en charge de la schizophrénie, où il disait que une livre investie dans la prévention, c'était 17 livres gagnés à terme. Tu vois, t'investissais une livre dans la prévention du schizophrène, c'est-à-dire que le gars qui commence à avoir une petite phase délirante ou je sais pas trop quoi à 18-20 ans, qui est même peut-être pas encore catégorié schizophrène, tu vois, tu le prends en charge,
Ouais. tu fais en sorte qu'il ne se désinsère pas de la société, qu'il soit pas coupé de sa famille ou je sais pas quoi, comme c'est souvent le cas. Et ce mec-là, en fait, à terme, bah, peut-être qu'il aura un travail, qu'il sera encore avec sa famille et tout. Sauf qu'en fait, si tu ne le prends pas en charge, quand c'est pas encore très grave, et que t'attends qu'il ait 40 ans, que le mec il soit toxicomane, qu'il ait fait je sais pas combien d'épisodes délirants, qu'il ait perdu sa famille parce qu'il a foutu le feu à je sais pas quoi, tu vois, qu'il ait pas de job, ce mec est à vie à l'hôpital et c'est une perte de chance pour lui. Et puis, alors, ça coûte de la thune à fond, quoi. Donc, c'est pour ça que ça me fait marrer. Même tu vois, la dynamique capitaliste et libérale ne permet même pas de faire des économies, tu vois, quand il pense. C'est une dinguerie. C'est comme si tu Ouais, as mais parce qu'en fait, je pense que c'est pas leur projet en fait, tu vois. Je pense qu'ils s'en foutent. Ils mettent en Ouais, ils avant s'en la battent les logique couilles, oui. économique, mais ce qui les arrange, c'est que justement, ça favorise le privé en fait, et que du coup, ben, les gens vont se tourner vers le privé. Et puis pour les pauvres, ben, tant pis, hein. Dommage Puis pour les j'en pauvres. parlais l'autre jour avec des camarades en privé. C'est aussi le fait que le capitalisme est très très validiste en fait, tu vois. C'est un peu la loi du plus fort, et Ouais, c'est-à-dire qu'on s'en fout en fait que t'aies un trouble anxieux ou que t'aies fait un épisode délirant ou je sais pas trop quoi. Ils s'en foutent les mecs. C'est pas leur argent. En plus, ils vont faire des trucs avec l'argent un peu du contribuable et puis eux ils vont faire leur bif. Et limite, s'ils peuvent te proposer une fois que t'es mal une thérapie qui va coûter une blinde parce qu'elle sera brevetée, ils seront très contents de le faire, tu vois. Donc c'est vraiment un enfer quand ils pensent. ouais, non, mais ça, c'est vraiment pour le coup, c'est un truc vraiment que moi j'ai découvert, mais enfin, en tout cas auquel je suis confronté plutôt de manière vraiment très très claire et avec les collègues avec lesquels on travaille sur la ligne d'écoute là plutôt Fille Santé Jeune, mais quoique sur la ligne d'écoute harcèlement, on pouvait être confronté à ça aussi. C'est vraiment encore une fois l'inégalité sociale d'accès aux soins et à la prévention et notamment autour de la question de santé mentale puisque les soins psychiques sont pas remboursés auprès des psychologues ou alors ils le sont de manière tellement mauvaise que C'est parce que il les y a très peu de psychologues, c'est psychologues. lumpen en fait. Les psychologues, c'est le lumpen, ils se vendent aux plus riches, Voilà, ils se vendent ils à se la vendent aux plus bourgeoisie. Ils offrants. font de la psychanalyse pour les enfants de bourgeois, hein. Ouais, ça, il faut le savoir. Mais cela dit, tu vois, ça, c'est très clair, hein. Moi, j'ai une activité libérale. Bah, les gens qui viennent me voir en libéral, c'est pas ceux que j'ai au téléphone, hein. Franchement, ça, il n'y a pas de doute, hein. C'est vraiment en libéral, tu reçois la bourgeoisie, hein. Bah, non, mais oui, 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 bah, c'est un peu le principe du truc, hein. Mais même, bah, il y a un autre truc. Euh, Tu vois, j'ai pas de problème dedans. Mais j'aimerais bien aller voir un dentiste parce que je me dis, normalement, je crois qu'il faut faire des rappels, tu sais, aller voir un dentiste tous les 2 ans ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. C'est impossible d'avoir un rendez-vous chez le dentiste quand tu n'es pas déjà patient, pas déjà, tu vois, dans la liste des trucs. Sauf que moi, bah, j'ai changé de ville pour Mmh. pouvoir faire mes études. Mais moi, je suis pas allé voir un dentiste depuis 7 ou 8 ans, tu vois. Là, je crois que j'ai pas de soucis, tu vois, mais c'est une dinguerie en fait. Il faut attendre qu'un jour j'ai une rage de dents ou je sais pas quoi pour essayer d'aller voir un dentiste en urgence parce que j'aurais un problème, tu vois. Alors que ce problème, on aurait peut-être pu le faire passer avant. Moi je trouve ça me rend fou ces trucs-là. Et c'est un peu pareil pour les ophtalmos, tu vois. Je suis resté genre un an sans lunettes. Oh, j'ai une toute petite myopie d'un œil, donc c'est pas très gênant parce que l'autre œil voit bien, mais ça me fatigue du coup des fois parce qu'il y a un œil qui travaille plus que l'autre tout le temps, tu vois. Mais c'est tellement chiant d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmo qu'au bout d'un moment, bah, tu passes. Et il y a que dans certaines grandes villes un peu plus riches peut-être où t'en as, mais sinon c'est l'enfer. Et il y a quelqu'un qui met dans le chat, après 45 € la séance de psy, ouais, c'est pas tout le monde qui y va. Ben ouais, surtout qu'en plus en général, t'as pas besoin que d'une séance, tu vois, t'as besoin de 10, 20 séances, voire plus. Et donc si à la fin ça te coûte 1500 balles, ben ouais, tu réfléchis à deux fois, quoi. Bah ouais, non, non, c'est clair. C'est pour ça que genre, même là, la logique, tu vois, ils veulent faire le remboursement des séances de psychologue. Bon, ça a déjà été fait une première fois. C'est un échec sans surprise. Toutes les, toutes les, toutes les associations de psy en avaient parlé. Bon. Du coup, apparemment, vont changer la donne. Mais en tout cas, avant de rembourser les séances de psy en libéraux, mais recruter des psys dans les structures d'accueil gratuites, enfin, vraiment dans des CMP, moi, je comprends pas. Enfin, j'ai l'impression d'avoir autour de moi tout un tas de collègues psy qui seraient très contents d'aller travailler en CMP, qui seraient très contents d'aller travailler dans des maisons des adolescents, dans des les XAPA, les centres de soins en addictologie, je sais plus exactement toutes les lettres de l'acronyme, tu vois, mais voilà, il y a vraiment il y a beaucoup de professionnels qui seraient disposés à travailler dans ces structures. Donc, vraiment, il faut recruter. Mais au lieu de ça, ils préfèrent faire un pseudo-remboursement des séances pour les psys en libéraux. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, tout dans le chat, là, c'est écrit c'est voulu, mais c'est sûr que c'est voulu. C'est sûr que c'est voulu, mais du coup, ça, encore, comme tu dis, pas Dieu, mais ça rend fou. Hmm. Ça rend fou parce que
C'est une autre question, tu vois. On pourrait en parler longuement, mais moi je pense qu'il y a un gros problème en France avec la psychologie. C'est-à-dire que la psychologie n'est pas remboursée. Pour moi, ça devrait être comme le kiné, tu vois. On te dit, bah, t'as besoin tu sais, pas forcément, tu sais, que ce soit abusif ou le psychologue choisit de faire 150 séances remboursées. Mais si t'as une équipe qui te dit, bah, toi, t'as besoin de 15 séances pour travailler, je sais pas, sur ton anxiété ou je sais pas quoi, il y a 15 séances remboursées, tu vois. Et c'est ce qu'on fait avec les kinés, tu vois. Ton médecin, il te dit, ouais, t'as mal au bras, je sais pas trop quoi. Et puis en plus, le kiné a une certaine. Je crois que le kiné a une certaine liberté. C'est-à-dire que lui, s'il considère que c'est pas 10 séances, mais que c'est 15 séances, il fait une demande à la sécurité sociale qui va la valider, et du coup, ça va être plus de séances. Donc, il faut laisser une certaine liberté aux psychologues. C'est parce que je suis en train de dire, je ne veux pas forcément qu'il y ait un truc très. Où on leur dit ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des possibilités de rembourser des soins. Sinon, ça veut dire qu'en fait, ce que dit la Mhm. France, c'est la psychologie, en fait, c'est de la merde. On ne la rembourse pas parce que on considère que ça marche pas. C'est ça qu'on est en train de dire. Enfin, c'est hallucinant quand même comme discours. On est en train de dire, ouais, la psychologie, c'est de la merde et puis ça sert à rien. Enfin, non, si ça sert à quelque chose, ça veut dire qu'on doit pouvoir le rembourser, quoi. Sinon, pourquoi est-ce que on le rembourse pas, quoi? La plupart des soins en France sont quand même remboursables. C'est très très étonnant que la psychologie ne soit pas remboursée, tu vois. Ouais, ouais, mais après, il y a des trucs historiques. Puis les psychologues, ils sont pas toujours. Là, je vais taper un peu sur les collègues, mais J'ai pas osé le faire. bon, les psychologues, c'est quand même des bourgeois, hein. J'ai pas osé C'est quand même taper des sur tes bourgeois, collègues hein. et sur toi-même. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a il y a Je d'un point crois de vue politique, qu'historiquement, les psychologues, c'est. les psychologues ont refusé le conventionnement à la sécurité sociale justement pour pas que la sécurité sociale regarde ce qui trafique. Et ça, je trouve ça problématique aussi. Parce que du coup, oui, il y a des psychologues, mais comme dans tous les métiers, mais il y a des psychologues qui font de la merde et en même temps, ils ont de compte à rendre à personne. Moi, je préférerais qu'ils aient du compte à rendre, c'est-à-dire qu'on voit que leur boulot, il est efficace, qu'ils disent, bah moi, je fais ce boulot pour ci ou pour ça. C'est pas pour les fliquer, mais c'est pour dire, voilà, on comprend ce que vous faites, là, vous avez fait 20 séances pour ça, voilà. Et du coup, qu'on puisse les rembourser. Mais en plus, je pense que les psychologues ont vraiment à y gagner à ce qu'on fasse ça, tu vois. Enfin, ce serait beaucoup plus agréable. Et puis toi, tu serais beaucoup plus content de pas avoir que des bourgeois dans ton truc libéral, tu vois. Enfin, Bah, c'était quand il y a eu le mouvement là, justement des psys contre la réforme pour le remboursement, parce que en gros, là, il y a une réforme qui est passée il y a quelques années. En gros, pour faire vite, la logique, c'est tu vas voir ton médecin te prescrit des séances auprès d'un psychologue, il t'en prescrit 8. Elles durent 30 minutes, c'est 30 euros par séance qui sont payés pour le psy. Et c'est renouvelable une fois. Faut que tu repasses par ton médecin généraliste pour qu'il renouvelle l'ordonnance et que du coup, tu aies à nouveau accès à 8 séances. Donc ça fait, je crois, 16 séances. Enfin, du coup, si j'ai bien compté, 8 plus 8, ça fait 16 au total. Et il y avait des mouvements de psy. Et les psys, à l'époque, ils avaient une pancarte où c'était écrit, je me souviens plus exactement, donc voilà, mais ça va être un truc genre, oui au remboursement, mais pas comme ça. Parce que bah du oui. coup, ils nous faisaient passer pour les mecs qui étaient contre le remboursement parce qu'on voulait rester entre nous avec notre patientèle de bourgeois. Bon, il y a peut-être des psys qui pensent ça, mais il y avait aussi, heureusement, des psys de gauche qui étaient favorables à du remboursement. Mais par contre, évidemment, il faut le faire en concertation avec les Puis, professionnels puis- de puis terrain c'est quoi cette et pas histoire? décider Pourquoi un truc comme forcément si 8 tu décidais séances un de truc 30 d'histoire minutes? de Je veux dire, vie. il y a peut-être des gens qui ont besoin de 3 séances, il y en a peut-être qui en ont besoin de 15. Pourquoi 8 séances de 30 minutes comme ça? Un médecin G qui. Je suis désolé, mais Docteur Zoé ne sera pas contente, mais je suis pas sûr que les médecins G ils connaissent grand chose à la psychologie, tu vois. Pourquoi est-ce qu'un médecin Mais G il bien devrait te sûr. dire, bon, bah c'est 8 séances de 30 minutes bon, Non, je pense qu'il faut un truc un peu plus souple, comme avec les kinés, tu vois. Et peut-être même encore plus souple, parce que je pense que les médecins G s'y connaissent moins en psychologie que dans les trucs de kiné, tu vois. Mais Hum, voilà, ça me paraîtrait assez logique, quoi. Et en Bah plus, oui, là, oui, je pense qu'il faut de la souplesse. il y a un double truc, parce que là, on est en train de parler, on s'éloigne totalement, mais c'est intéressant, on est en train de parler du côté remboursement, ce qui empêche certaines personnes, notamment les plus précaires, d'avoir accès. Mais il y a même une disparité sur le géographique qui est hallucinante. Enfin, moi, je suis à la campagne. Il y a des trucs, il y a des thérapies, je sais qu'elles ne sont pas présentes ici. Il y a des médecins, je sais, il y Mhm. a des spécialistes de médecins, je sais que c'est pas présent, ou alors faut aller au CHU qui n'est pas dans le département, tu vois, pour y aller. Donc en fait, ça crée une disparité pas possible au niveau santé sur la population. C'est-à-dire, tu as besoin d'aller voir, je sais pas, un généticien, un urologue ou je sais pas trop quoi. Il y en a pas forcément, tu vois. Tu as besoin d'aller voir, de faire
une thérapie, je sais pas, une thérapie spécifique à un trauma ou je sais pas quoi, il y en a pas forcément sur le territoire. Et ça, c'est très problématique parce que quand bien même tu aurais l'argent, en fait, là, tu vas pas pouvoir avoir accès. Ça, c'est Mélenchon dirait l'accès au réseau. Non. Voilà, bah, l'accès au réseau est compliqué dans certains endroits en France, hein. Même si t'es un bourgeois parfois. Alors qu'à à Paris, c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux, tant mieux pour les Parisiens, mais tous les 100 mètres, t'as un psychologue, tu vois. Ouais, Un ouais, ouais. truc qui est omniprésent. Et après, c'est sûr qu'il y a un enjeu, mais bon, là, ça rentrait dans des discussions plus techniques internes à la psychologie elle-même, mais tu as des enjeux après autour de le, le fait que telle ou telle modalité de remboursement favorise tel ou tel psychologue, donc plutôt les psychologues d'orientation cognitiviste, tu vois, thérapie cognitive et comportementale, qui marient assez bien avec le format 30 minutes par rapport à d'autres séances. Enfin, tu vois, il y avait aussi un truc comme ça, c'est pour ça que la question à la fois d'une souplesse, mais en même temps, évidemment, on va quand même contrôler que les psychologues ne font pas n'importe quoi, tu vois, il s'agit pas tu peux pas recevoir des gens, te faire rembourser et être un charlatan mais de laisser quand même une certaine souplesse sur comment les psychologues veulent travailler et si Ouais, c'est après, plutôt c'est pour un toujours, tel. c'est toujours un peu la. Encore une fois, là, on s'écarte vraiment du sujet qui m'intéresse, que je connais un peu. Il y a à la fois une question, pour le coup, que les zététiciens mettraient en avant, qui est la question de l'efficacité. C'est vrai que la thérapie cognitivo-comportementale a prouvé son efficacité dans un certain nombre de troubles. Mais c'est marrant parce qu'on parle, comme tu dis, beaucoup plus de celle-là, alors que la thérapie systémique a souvent prouvé son efficacité aussi dans un certain nombre de troubles. Et on en parle moins. Pourquoi? Parce qu'une thérapie systémique, ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup moins adapté Ouais, au format 30 minutes. Donc étonnamment, je pense qu'il y a une dimension politique aussi au fait qu'on dise ouais le format 30 minutes c'est trop bien, machin, on règle le truc rapidement, mais parfois la thérapie systémique aussi va être bien. Puis aussi on a prouvé que de toute façon, un suivi de base, c'est-à-dire même un suivi d'étayage et tout, est très très positif en fait pour les gens. Et il y a même des papiers des fois qui disent en fait qu'il n'y a pas une grande différence entre les thérapies, mais que d'avoir un thérapeute déjà, de pouvoir avoir un temps pour soi avec quelqu'un qui est formé, quelle que soit la thérapie, ça peut être intéressant. Donc c'est une question qui est c'est une question qui est complexe et en plus de ça, moi je évidemment. veux bien le tout parce que c'est un peu le truc de certains, je pense. Qui connaissent pas très très bien la question d'ailleurs je pense mais qui sont un peu scientistes qui sont un peu le tout TCC. Moi je veux bien mais comment est-ce qu'on fait parce que sur le territoire je pense qu'il y a alors là, ça sort de mon cul, mais je pense qu'il y a 50% des psychologues qui sont psychanalystes, ou peut-être un peu moins. Des TCCistes, il y en a quoi? Il y en a 20%. Des systémiciens, il y en a 20%. Tu vois, enfin, si demain on dit ouais, on rembourse que la TCC, ça veut dire que la plupart des psychologues ne seront pas remboursés parce qu'ils font pas de la TCC, tu vois. Et c'est Mhm. aussi un problème qu'on doit lier. Et en plus de ça, moi, je vois aussi qu'il y a il y a des psychologues qui utilisent plusieurs thérapies, c'est-à-dire qu'on a une approche un peu intégrative. Ils ont des billes de TCC avec des gens, notamment sur les troubles anxieux, parce que ça marche très bien et tout, avec certains types de personnes. Je sais pas, sur des aspects un peu, je sais pas, les troubles du comportement alimentaire, ils vont avoir des aspects plus de système, recevoir les familles, des trucs comme ça. Enfin, il y a un côté, je pense, un peu flexible aussi à avoir. Et là, tu peux pas dire, oui, on rembourse que cette thérapie-là, parce que le mec, il est en train de faire une séance et d'un coup, il y a une bille de TCC, et d'un coup, il y a une bille de systémie. Comment est-ce que tu codes ta séance? Tu vois, c'est compliqué. Mais bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Je pense que la majorité des psychologues cliniciens en libéral, ils se revendiquent pas de telle ou telle école. Même si eux, tu vois, ils ont leur préférence. Moi, tout à l'heure, je disais que j'avais ma préférence, mais je suis pas psychanalyste, j'ai pas fait d'école de psychanalyse, je me présente pas comme tel auprès de mes patients. Donc, quand j'ai fait mes C'est études, quoi, j'ai t'es eu aussi psychologue des cours de clinicien? thérapie cognitive et comportementale. Ouais, Ouais. psychoclinicien, et du coup, j'ai le titre de psychothérapeute, puisque j'ai fait suffisamment de stages cliniques. Et voilà, tu vois, il y a pas, donc, je suis pas revendiqué ou j'appartiens pas à telle ou telle école ou je sais pas quoi. Donc, en fait, dans la majorité des cas, ils sont pas assignés à un certain type, tu vois, de prise en charge, etc. Et en plus, souvent, ça fonctionne en termes, enfin, ça oriente pas mal, tu vois. Si moi, demain, je me retrouve avec un patient ou une patiente qui présente un état de stress post-traumatique tellement important que du coup, on peut pas faire de la thérapie telle que moi, je la pratique en face à face, bah, je vais l'orienter vers un ou une patiente qui a une pratique en EMDR. En EMDR, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, je pourrais vous donner le sigle, en plus c'est en anglais, mais en gros, c'est des thérapies qui sont beaucoup utilisées pour la prise en charge du trauma. Ben voilà, on oriente vers les professionnels qu'on connaît en fonction des situations. Après, je reviens juste sur la question de la systémie, mais ce que tu disais
c'est un truc qui est peu utilisé, mais je pense que la systémie, c'est aussi que c'est un schème de pensée qui est pas un schème de pensée bourgeois, parce que c'est un schème de pensée carrément. qui est plutôt structurel, tu vois, qui va chercher à voir, je pense aussi à la thérapie institutionnelle avant à l'hôpital, comment est-ce que la structure elle-même peut être soit pathogène, donc créer des troubles mentaux, c'est un truc qui a beaucoup été étudié à l'époque avec la psychiatrie institutionnelle, l'antipsychiatrie, etc. Et ou inversement, comment la structure peut être thérapeutique en elle-même, comment le travail en équipe, comment on peut accueillir les personnes, les espaces qu'on leur propose, etc., etc., bah, ça peut participer aux soins, ou à l'inverse, ça peut rendre encore plus fou. Ouais. T'as Mais un psychiatre, là, il y a Mathieu, une expérience incroyable pour ça Mathieu Valastren. qui avait été faite aux États-Unis, je sais plus, dans les années 60, 70. Comment ça s'appelle Je sais pas si c'était pas par l'école de Palo Alto, tu sais, l'école de psychologie systémique. En Ouais. gros, je crois que c'était dans cette école-là où ils avaient fait ça. Ils avaient pris deux psychiatres qui se connaissent pas. Et ils avaient présenté. En fait, ils avaient chacun dit à l'autre: tu vas voir un patient, il se prend pour un psychiatre. Et l'expérience, elle est super intéressante parce qu'on voyait comment, quand on te met dans un système et qu'on te dit ce mec est fou, il se prend pour un psychiatre, t'es persuadé qu'en fait le mec est fou, il se prend pour un psychiatre, alors qu'en fait le mec c'est un gars normal, c'est un psychiatre en fait, tu vois. Hmm. Et là, tu vois comment le système aussi peut jouer et façonner ta manière de voir le monde et de voir le patient lui-même, tu vois. Et enfin, je trouve que c'est assez intéressant. Et justement, la pensée bourgeoise a ce fait de ne jamais questionner la structure, parce que la structure, c'est la structure bourgeoise, et que si on commence à questionner la manière dont est structurée l'école, la manière dont sont distribués les diplômes pour inférioriser certaines classes, la manière dont on envoie les pauvres plutôt en prison que les riches, tu vois, enfin des choses comme ça. Si on commence à questionner ça, c'est la fin, tu vois. Et bah oui, je pense que la systémie aussi a une mauvaise cote parce que c'est une thérapie beaucoup plus large, on va dire, et, euh, et dynamique, tu vois. Beaucoup plus. C'est plus dans des interactions qui bougent, dans des trucs assez structurels quoi, que de la TCC. Quoi. Oui, oui, bah oui, complètement. Ou même la psychanalyse, qui elle aussi est souvent centrée sur la personne avec ses vieux schèmes famille, qui sont un peu chiants, mais heureusement, il y a des analystes qui sont pas mal référés à la thérapie systémique, ou en tout cas qui ont incorporé de la systémie justement pour avoir des lectures plus larges, tu vois. Mais t'as un psychiatre comme ça qui avait fait bon, ces trucs un peu connus, je connais pas assez l'histoire, peut-être tu connaîtras, mais comment il s'appelle, le psychiatre de Saint-Alban, là, communiste, je crois, qui avait détruit les murs de l'hôpital psychiatrique avec les patients eux-mêmes dans un espèce de geste. En gros, justement, où l'institution était pathogène et du coup, on allait s'organiser différemment pour sortir la psychiatrie de l'espèce de représentation qui n'était pas complètement fausse en gros, c'est la prison, quoi. On met les Ouais. fous dans cet endroit pour qu'ils ne dérangent pas la société. C'est quand même un délire. Ça, c'est intéressant. T'as Même, encore cette tu le vois dans d'autres représentation, hein, pays, d'ailleurs. genre par exemple l'Italie. Tu sais, c'est pas structuré exactement pareil, la psychiatrie, et notamment, c'est une psychiatrie qui est un peu plus ouverte. C'est-à-dire un petit peu plus dans le. Ouais. Les patients sont laissés un peu plus dans le monde, quoi. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que encore une fois, il y a un côté pensée bourgeoise à s'imaginer l'individu. L'individu est seul, on prend l'individu, on le met dans l'hôpital, on le soigne dans l'hôpital, et en fait, ce qu'on sait au moment où il sort de l'hôpital, c'est qu'il est bien, il est bien dans l'hôpital. Or, son milieu de vie, c'est pas l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très peu questionné en France, alors que je te dis, en Italie, par exemple, ils ont, je crois que c'est pour les adolescents, je sais pas si c'est pareil pour les adultes, mais ils ont beaucoup moins de lits, par exemple, parce qu'ils considèrent qu'ils ont beaucoup moins de lits d'hôpitaux, ils ont beaucoup plus de ce qu'on appelle les appartements thérapeutiques, c'est-à-dire des endroits où on va mettre l'adolescent pour qu'il soit encore dans son milieu de vie, dans son milieu extérieur, pour essayer de faire en sorte qu'il soit bien dans son milieu extérieur. Et encore une fois, là, on voit l'influence de différentes pensées, tu vois, par rapport à la manière de soigner et questionner l'aspect structurel et quelque chose qu'on fait, je pense, pas assez. Quand tu y penses, c'est con, tu vois, Bah, t'as un mec, on te l'envoie à l'hôpital parce qu'on te dit il ne fonctionne pas dans le monde extérieur, et toi tu le prends à l'hôpital et tu le fais fonctionner à l'hôpital, et après tu le renvoies dans le monde extérieur. Bah, ça fait que souvent, en fait, il est renvoyé à l'hôpital après parce qu'on dit bah il fonctionne toujours pas. Bah oui, mais peut-être parce que les problèmes du monde extérieur ils peuvent être à l'extérieur aussi, ils sont pas forcément centrés sur l'individu. L'individu c'est pas une réalité en soi qui peut aller bien comme ça, indépendamment de son mode de vie. Je crois que le psychiatre en question, je crois qu'il s'appelle Bassaglia ou un truc comme ça en Italie qui a fait ça. Vous pouvez aller voir, c'est assez intéressant comme expérience, quoi. Mais
c'est des choses qu'il faut questionner, quoi. Ouais. Après, là, je vois dans le chat, apparemment, il y en a qui connaissent un peu la question de la désinstitutionnalisation de la psychiatrie, Après, sans moyens, ça notamment en fonctionne pas. Italie, Bah mais oui, oui, ça c'est sûr, ça on est d'accord. bah, c'est ça. Si tu laisses le mec C'est dehors et que tu dis bon bah tu restes dehors mais on fait rien, oui, ça fonctionne pas, c'est sûr. c'est clair. Mais c'est sûr que je crois que c'était l'inspiration première, normalement, de la psychiatrie de secteur, hein. C'était de dire, en gros, on va laisser les personnes dans la ville, quoi. Les personnes, ils ont une vie et ils passent par l'hôpital si vraiment il y a un moment de crise, mais l'idée, normalement, c'est de pouvoir prendre en charge la personne dans son environnement Mhm. normal, quoi, du quotidien, et pas de la mettre dans un environnement où, en effet, c'est sûr que le vivre à l'hôpital, ça n'a rien à voir que de vivre dans la vie quotidienne où tu dois travailler, les frustrations et les problèmes du quotidien. Carrément, carrément. Bon, peut-être qu'on s'écarte trop. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur notre sujet du jour ou pas? Bah écoute, non, moi je pense on a fait le tour. On a fait le tour. Après, tu vois, je fais une petite citation là, je pense, qui va bien, qui parle pour le harcèlement, mais qui pourrait aussi faire référence à la conversation qu'on est en train d'avoir là, tu vois. Je sais pas si elle est psychiatre, Nicole Kathleen, mais qui est spécialiste du harcèlement, et qui écrit une phrase, là je la donne comme ça fera peut-être une conclusion, tu me diras. Elle dit que elle écrit: On sait trop bien comment le fait de renvoyer la question aux professionnels de santé exonère la société et les institutions en général de s'interroger sur leur propre fonctionnement. En gros, tu dis, en fait, le problème du harcèlement, c'est les jeunes qui sont fous, ou c'est les jeunes qui sont violents, ou c'est la jeune victime, plutôt que de s'interroger sur en quoi est-ce que l'école ou l'institution scolaire dysfonctionne dans la situation parce qu'elle manque de moyens, parce qu'elle manque de formation. Et pareil pour la psychiatrie. Peut-être que si jamais les gens sont fous ou décompensent, etc., ça a peut-être à voir avec la structuration de la société Ouais, bien sûr. et le capitalisme. Voilà, comme ça, on arrive au mot de la fin. Non, mais on est vraiment dans une pensée de gauche, ouais. Mais ça, on le dit tout le temps. C'est comme tu prends, euh, tu prends un acte de la résistance palestinienne, tu dis ah regardez c'est violent. Alors oui, moi je suis d'accord, c'est violent, mais peut-être que si on comprend un peu le procès de production de tout ça et tout, ben on se dit ouais le problème c'est peut-être pas juste qu'il y a un mec qui est barbu et qui est violent. Tu vois, il y a peut-être des problèmes sous-jacents. Tu vois, bah c'est sûr que le harcèlement c'est pareil. C'est sûr que les troubles psychiatriques c'est pareil. S'il y a plus de gens en burn-out qu'avant, est-ce que ça a un rapport avec la casse du code du travail? Je pense que c'est assez facile d'y répondre, tu vois. Ou avec la Je précarisation, pense ou qu'on avec peut faire un lien. bah ouais, tu vois. Et bah oui, je pense que c'est ce mot de la fin est assez juste. Bah sur ce, on te remercie, François. Si tu veux, si je sais pas De si t'as des comptes rien. de réseaux sociaux à suivre, on peut les partager. Si tu veux pas, pas obligé. Hein. C'est pas un compte de réseau social, mais on a avec des collègues psychologues de gauche, on essaye de produire des textes. Attends, je vais vous envoyer le lien dans le chat. Ah En là là, gros, le truc chiant quoi. Les textes des psychologues exactement. de gauche, situationnistes, psychanalytiques, insupportable. Arrête, franchement, j'ai honte. Le mot, le spectacle de la marchandise a créé les troubles psychiatriques. Hein. C'est Ouais, c'est un l'enfer. tunnel de Ouais, là, vente en c'est moi fait, c'est un alors. tunnel de vente. Voilà, c'est le lien, ça s'appelle Crack. C'est un nom un peu étrange, mais vous verrez si ça peut vous faire kiffer. On a un petit manifeste un peu punchy dans lequel, Ah ouais, voilà. c'est votre blog, c'est votre site. Ouais. Ok, ok, et ben je vais mettre ça Et s'il y a des Parisiens, en plus, on de côté. fait des petits apéros de temps en temps pour parler de ça. Donc, s'il y en a que ça intéresse, on vous accueille avec plaisir pour prendre des bières. Ok, nickel, et ben je vais t'envoyer ça comme ça. Je garde le lien. Ok, très bien. Et ben sur ce, on te dit salut et j'invite tout le monde à donner sur le Tipeee comme d'habitude ici et puis à vous abonner à la chaîne et puis à la chaîne principale sur laquelle on a sorti une interview avec Antoine Goya qui a bien plu à tout le monde. Moi j'aime bien ce style, à faire des petits vlogs. Je pense que ça crée un aspect un peu sympa. Et sur ce, je vous dis à plus. Salut tout le monde. On se fait du.